Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast quasi mensuel, hebdomadaire, je ne sais plus, quasi hebdomadaire de La Cellule, aujourd'hui avec Cédric Carsao. Cédric, bonjour, ça va la pêche ? Salut, bah ouais, toujours quand je suis à la barreau, la T'as pêche. la banane. Nous sommes également avec Flavie Briand. Flavie, ça va la pêche ? Oui, ça va. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons playtester, même faire un one-shot sur Magie de Minuit, qui est un jeu donc de momie magique qui a été crowdsourcé, je sais pas comment on dit, sur donc la plateforme Angel Dust JDR, distribué également sur le stand alternatif. C'est un jeu pour moi qui est un énorme coup de cœur de ces dernières années, de cette dernière année. Et donc je voulais à tout prix le présenter dans les micros de La Cellule. J'ai eu l'occasion de participer avec l'auteur à un live chez Olshad, mais j'avais quand même envie de le représenter ici pour rentrer peut-être un petit peu plus en détail avec vous sur les mécaniques du jeu. Et puis aussi savoir ce que vous en pensez. Dans un premier temps, déjà, je voudrais raconter le jour où j'ai vu ce truc arriver chez nous. Oui. Je suis revenue du boulot, il y avait une pochette qui était trop mignonne avec une lune et tout. Et j'étais là, oh, c'est trop mignon! Et je me suis dit, ce n'est pas à moi. Mais en même temps, c'était tentant d'ouvrir. Donc j'ai ouvert, j'étais là, oh, il y a un tarot en plus! Et bon, les gens qui me connaissent savent que du coup, j'aime bien les trucs de magie. Sérieusement, t'as fouillé dans mes affaires? Tu l'as laissé traîner, t'avais pas mis que c'était à toi. Alors voilà. Et c'était exactement la même excuse au XVe siècle quand ils ont débarqué à Nouvelle-Amérique. Bah, ils avaient pas précisé que c'était pas à eux. Hein. Et puis ils avaient pas d'âme les autres. Il était dans le salon. C'est vrai. Donc voilà. Enfin, c'était pas encore prouvé qu'ils avaient une âme. Hein, donc c'était permis. C'est bien. Heureusement, la religion a beaucoup avancé entre-temps. Nous n'avancerons pas là-dessus. Pardonnez-moi pour cette blague de donc mauvais en goût. tout cas, voilà, tu as découvert le jeu. Et donc je suis venue te voir en te demandant qu'est-ce que c'est, parce que c'est juste trop beau en fait. Et là j'ai appris que c'était un jeu de rôle et j'ai fait quoi, un jeu de rôle qui ressemble à ça, c'est déjà trop chouette. Ouais. Pour moi, j'avais pas vu esthétiquement un jeu aussi intéressant depuis Les Petites Choses Oubliées. De Christophe Ouais, Guillaume de Beuclet Christophe et de Beuclet. Sylvie Ouais, Guillaume Beuclet. Oui, effectivement, c'est le genre de jeu qui me fait beaucoup penser à Petites Choses Oubliées, donc aux Petites Choses Oubliées de Christophe et de Sylvie. Ça me fait aussi beaucoup penser à ce que pouvait produire, et ce que produit toujours d'ailleurs Morgane Régnier, qui d'ailleurs, alors je ne sais pas si elle est encore active au moment où on enregistre ce podcast, mais il y a une souscription à l'heure actuelle pour une retraduction de Sur la route de Chrysopée, donc en français, qui va être augmentée en fait de toutes les évolutions du jeu liées à des traductions étrangères, notamment en Italie et en anglais. Donc ça me fait aussi beaucoup penser à ça, effectivement. Et vous allez voir, on s'inscrit complètement dans le courant de pensée. Les deux jeux là qu'on vient de citer, j'aurai l'occasion de citer d'autres jeux aussi, mais voilà, on est complètement là-dedans. Donc c'est un jeu qui s'inspire de l'ésotérisme et de la mouvance New Age d'une façon générale, de la sorcellerie en particulier. Et donc, il va se passer autour d'un tarot qui va être matérialisé par des lames qui ont été dessinées, donc des cartes de tarot, des arcanes, qui ont été dessinées par Ulver. C'est magnifique. Hein. Et du coup, voilà, un petit mot quand même, parce que moi, j'ai un œil un petit peu plus profane, et c'est vrai que le truc qui apparaît forcément, c'est le design des cartes. Et les illustrations sont magnifiques. Incroyable. Avec un petit côté bleu nuit qui fait le lien entre toutes ces cartes, hyper beau, quoi. En plus des lames normales en fait du tarot, donc qui ont néanmoins subi quelques traductions. C'est pas, voilà, il y a des lames qui ont été féminisées, certaines qui ont été modifiées, je crois. Par exemple, la magicienne, elle n'existe pas dans le. C'est le comment s'appelle-t-il déjà le premier? Le battleur, non? Par exemple, vous voyez, c'est des petits éléments comme ça. Dans le tarot de Marseille, il me semble que la première lame, c'est le battleur. Et là, par contre, c'est la magicienne, par exemple, tu vois. Les amoureux... Si. Je crois que c'est pas l'amour. Ouais. C'est pas l'amour. C'est les amoureux. Ok. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Par exemple, l'empereur est devenu l'impératrice. Il y a l'impératrice dans le tarot.
Je sais plus. Ça me rappelle du... Enfin, il y a des choses comme dans ça. Escaflowne, il me semble qu'il y a l'impératrice, mais bon. Oui, si, peut-être qu'il y a l'empereur et l'impératrice, effectivement. Bref. Bon, même un petit coup de dépoussiérage, de toute façon, ça ne fait pas de mal. Hein. La tour, par exemple, ici, c'est elle n'est pas sociologue. en ruine. Oui, Bruno Latour, bien sûr. Mais vous voyez, par exemple, ici, c'est aussi un pinard. Elle n'est pas en ruine. Elle est la tour. Voilà, c'est la tour, par exemple. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais voilà. Bon. Le jeu précise dans une note d'intention, en fait, qui se trouve en revers de la première page, qu'il ne s'agit pas d'un jeu pour lire l'avenir. Le jeu ne prétend pas avoir des vertus ésotérique ou magique. Par contre, il s'inscrit complètement dans l'esthétique en fait de ces disciplines, de la Wicca par exemple qui est citée, et ce genre de choses. Donc ça, je trouve ça intéressant, la note d'intention assez intéressante là-dessus. En plus des lames, hein, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 2 autres lames qui est un sort de protection qui joue en fait le rôle de X-card. Donc c'est une carte qu'on va pouvoir saisir ou montrer au cours de la partie si des thématiques nous dérangent. Mais je crois qu'en plus le jeu met aussi en place pour la sécurité émotionnelle le système des lignes et des voiles, mais je n'en suis pas certain, j'ai pas révisé ça, mais il me semblait qu'il y avait une histoire de lignes et de voiles, mais bon, peut-être que c'est quand on y a joué que c'est apparu. Et il y a une carte de résumé dit du rituel qui est en fait la résumé des grands moments, des temps forts de la partie, tout simplement. Du point de vue de l'édition, le jeu est une véritable réussite, là aussi. Et donc, c'est vraiment à souligner. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais lire avec vous quasiment le livre de règles qui ne fait que une vingtaine de pages, on va dire, une trentaine de pages pour être tout à fait précis. Et en fait, chaque élément du jeu est expliqué. Il y a un tutoriel à la façon d'un jeu vidéo pour commencer à jouer. Trop bien. Ce qui est dans le jeu de rôle, c'est un saint graal, tu vas pouvoir faire ça. On verra comment ça se passe. En l'occurrence, vous allez devoir commencer à sonder une carte à l'aide de vos pouvoirs magiques, et ce qui va jouer en fait le rôle de tutoriel. Le jeu est un exemple pour moi, un must look. Il faut voir ce jeu parce que du point de vue éditorial, je trouve qu'il apporte quelque chose vraiment à la façon dont on écrit des jeux de rôle. Pour moi, en fait, il fait tout ce qu'il faut faire. Il y a rien à enlever, rien à acheter. Par exemple, vous voyez, je vous montre une page ici. Alors, c'est pas très podcastique, mais il y a une typo qui est en noir et il y a une typo qui est en blanche. La typo qui va être en blanche, ça va être plutôt une typo du type mécanique. Et la typo qui est en noir, ça va être plutôt une typo du type ambiance. Donc le jeu, en fait, ne cache pas son côté ambiance et son côté mécanique. Il le laisse apparaître. Ce qui nous permet, en fait, en tant que lecteur, de se dire, tiens, là, j'ai juste envie de me plonger dans le jeu de façon, on va dire, un peu plus poétique. Je lis que le noir. Et si j'ai envie de voir un petit peu à quelle mécanique ça correspond, je lis les trucs en blanc. Les exemples de parties sont rédigés comme des manuscrits, comme des exemplaires manuscrits. C'est ce qu'on voit en effet. Comme un grimoire, quoi. Exactement, comme un grimoire, complètement. Je sais que Momie Magique s'intéresse évidemment énormément à la magie. Donc voilà, il connaît tout ce vocabulaire, Flavie, que tu nous présenteras peut-être après. Et il y a également des notes en fait qui sont faites sur ces exemples de parties pour dire en fait ce qu'il se passe du point de vue méta. Par exemple, tu vois ici, donc il a une joueuse qui s'appelle Elfie. Donc il cite Elfie termine. Je comprends alors que cet objet est l'artefact magique que je recherchais. Voilà, il cite, c'est par exemple l'exemple de partie. Mais tu vois, le mot Elfie est souligné, entouré, et à côté, il y a écrit Elfie accepte la proposition tacitement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que il souligne en fait le fait que la joueuse fait une proposition, mais qu'en même temps, dans sa tête, il se passe des choses, le fameux maelstrom, et qu'elle accepte tacitement la proposition. Ça veut dire que non seulement les exemples de partie, par cet artifice de c'est un texte pris, etc., expliquent ce qu'il se passe concrètement, c'est-à-dire ce qu'on entend, ce qu'on voit dans la partie, mais elle explique aussi ce qui se passe à l'intérieur de la tête des joueurs. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Il y a plein de trouvailles comme ça, donc le jeu est un exemple. Il est court et d'une efficacité incroyable. Alors, voilà, ça c'est mon point de vue sur, on va dire, en tant que lecteur des règles du jeu. Maintenant, on va jouer ensemble, on va voir ce que vous pensez de la partie, parce que vous n'avez jamais joué. C'est la première fois que vous allez jouer. Alors, globalement, je dirais, pour présenter rapidement les mécaniques de jeu, que on va sonder des cartes
à l'aide de nos pouvoirs magiques. On va voir ce que ces cartes nous inspirent et ça va créer progressivement le lieu où on va se porter, où notre magie va se porter et le problème que l'on va devoir résoudre en tant que sorcière. Autour de la table, on va incarner des sorcières qui vont utiliser en fait le tarot d'Ulver pour Ulver, donc qui est l'illustratrice du tarot, pour entrer en relation avec des êtres qui ont peut-être existé, peut-être que ce sont des êtres qui vivent dans des univers parallèles, dans l'astral, que sais-je, on ne sait pas encore. On va aller ensemble explorer un lieu qu'on ne connaît pas, aucun d'entre nous ne le connaît, même moi qui suis pourtant votre guide, équivalent un peu d'un maître de jeu, mais on va dire plutôt un animateur de la partie. On va rentrer dans les cartes et on va découvrir ensemble. Nous formons un coven, du coup. Alors exactement, c'est un coven. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on doit être sur cette idée-là. Le terme, c'est exactement ce que dit Momie Magique, hein, c'est le terme qui est employé. De toute façon, je vais tout vous lire. Donc vous allez découvrir, enfin à peu près tout. Donc vous allez découvrir. Donc voilà pour la présentation du jeu. Donc c'est parti, on joue. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Non. Non, pas pour l'instant, je vais me laisser guider. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah c'est parti alors. Il voulait te parler du jeu, oui, d'accord. Oui, il voulait me parler du jeu, alors j'ai tourné la tête pendant que t'étais pas là parce qu'on débriefe dans les micros. On débriefe dans les micros ici. Oui, non, mais tout alors, à fait. vas-y, raconte. T'as essayé de tricher, c'est mal. Alors. C'est mal, mais ça se fait. Bon alors, allez, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que moi, du coup, j'étais très extérieur à ce que vous avez vécu, donc... Alors, qui veut commencer ? Donc du coup Fly me fait signe que je peux commencer. Donc des points très positifs. Du coup donc c'est un format qui a été assez court pour nous parce que nous avons joué à 2. Donc étant donné que voilà c'est beaucoup de narration, si vous arrivez déjà à 4 voire plus, ça va prendre de la place. J'ai joué le guide. Mais Rome a joué le guide. Ce qui est un rôle important quand même, je trouve. Et vraiment, donc, il y a vraiment ce trip très très sympa de tirer les cartes, de découvrir en fait ce que nous allons mettre dans ces cartes. Donc il y a vraiment une forte question d'interprétation. Et j'avoue que c'est pas mal, ça fait bien voyager, c'est bien tripant. On y met des tripes. Alors, c'est un mauvais jeu de mots. Juste comment on incarne les cartes ? Parce que c'est le nom, ça s'appelle l'incarnation. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu la mécanique dans le jeu ? Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, donc vous avez le paquet de tarot qui, au départ, toutes les cartes sont face cachée. On tire, une première personne tire la carte, donc une première personne qui n'est pas le guide tire la carte, et ça nous permet de savoir en fait où nous allons. Donc ça va. En fait, oui, non. Tout d'abord, il y a l'incarnation et relation. Pardon, oui. Alors, tout à c'est fait. pas tellement ça, mais c'est que. C'est compliqué. En fait, c'est vrai qu'au tout début, en fait, on tire des cartes. Voilà. On tire donc chaque joueuse va tirer une carte et ça va être donc son incarnation. Donc par exemple, si vous tirez la force, en fait, vous devez décrire votre personnage autour de. Alors c'est pas tellement un personnage. Au début, on te demande juste qu'est-ce qui t'inspire la carte, quels sont les éléments qui sont visibles autour, qu'est-ce qu'elle t'évoque, à quoi elle te fait penser, qu'est-ce que tu pourras en dire, quelles sont ses couleurs, ses formes, etc. Tu vois, c'est ça. En fait, les questionnements sont beaucoup plus complets en fait. On doit vraiment poser quelque chose. Alors c'est vrai que j'ai ramené tout au personnage parce que c'est le côté très égocentré de l'espèce humaine, mais pour le coup, oui, bien sûr. Parce que tu vois, l'incarnation, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit un truc justement qui va nous faire incarner un personnage. Tout à fait. En fait, le concept d'incarnation dans le jeu, c'est pas ça, c'est le fait de sentir la carte. C'est l'ospex, quoi. C'est et ce qui fait que du coup, vous pouvez décrire donc du coup pas mal de choses intéressantes. Encore une fois, c'est vraiment sujet à interprétation, un point qu'on reviendra, je reviendrai dessus un petit peu plus tard sur justement le côté interprétation. Et donc effectivement le jeu nous propose d'abord de faire un test en fait avec une carte du jeu. Donc là toi t'as tourné les amoureux, enfin t'as pioché les amoureux et t'as décrit en fait ce que la carte inspirait, etc. Flavie a fait la même chose avec le chariot et vous avez tous les deux fait un premier comme ça, voilà. Et après on a remélangé tout, on a dit bon allez maintenant c'est bon. Ah si non, je vous ai encore expliqué un truc, c'est la relation, c'est-à-dire je vous ai fait tirer une autre carte et pour vous expliquer en fait que vous pouviez mettre les cartes en relation les unes avec les autres et expliquer comment ces relations fonctionnaient. Voilà. C'est pour ceux qui jouent avec Ex Nihilo, hein, voilà, c'est un petit peu pareil. On va tirer une autre carte et on va décrire en fait en quoi elle est en relation avec une autre carte. Ça ressemble vraiment à ça. Voilà. Et c'est le tuto en fait. Ça vous permet en fait de. Le tuto, j'ai trouvé plutôt bien fait. C'est un peu rigolo.
Parce que, en fait, ça t'apprend juste comment tu vas pouvoir triper sur les cartes. Mais au début, je me disais, oh là là, c'est un peu dans le... Je suis pas du tout guidée, je me sens juste en roue libre. Mais comme ensuite, quand on commence vraiment, entre guillemets, quand le tuto est fini, là, on a des questions qui vont nous guider. Et du coup, là, on n'est plus en roue libre et donc on va pouvoir avancer sur l'histoire, en fait. Ouais. Moi, je pense que le tuto, il faut le voir comme un exercice, comme vous savez, ces fameux exercices dans les GN. Avant les GN, on se fait des câlins, on apprend à comment émuler la violence. Par exemple, si on doit se donner des coups pour de faux, hein, bien sûr, entre joueurs, on apprend en fait le Game Master ou les organisateurs du GN nous expliquent, pour vous donner des coups, vous faites ça, allez-y, donnez-vous des coups, touchez-vous, parlez-vous mal, allez là, toi, tu vas parler, etc. Ce qu'on appelle comment s'appelle déjà ce truc-là ? Je sais plus. On avait fait ça pour Shadow Island. Ouais, mais moi, il y a un autre truc auquel ça m'a fait penser, parce qu'en fait, là, le tuto, ce qui t'apprend à faire, c'est aussi à lâcher la parole. En fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça t'apprend surtout des mécaniques qui vont être utiles. Ça m'a beaucoup fait penser, on a fait un jeu de société récemment où faut décrire aux autres des cartes. Comment il s'appelle ce jeu un jeu de société d'enquête. Ah où, oui, perspective. Dans Perspective, en fait, avant de se lancer sur le fait d'écrire des cartes aux autres personnes et des preuves, en fait, on te fait décrire chacun ton côté de la boîte. Et ton côté de la boîte a des indices pour résoudre une petite enquête. Et ça me fait beaucoup penser à ça, ce tutoriel, en fait. Ouais, en fait, on t'apprend pas vraiment à jouer, mais on t'apprend à lâcher prise, en fait, et à une certaine mécanique, sans pour autant t'apprendre le jeu, en fait. Mais voilà, le lâcher prise fait partie en fait de la mécanique pour le coup. Exactement. Ouais. C'est de dire, tiens, qu'est-ce qui m'inspire cette carte, où est-ce qu'elle m'emmène, et se laisser libre cours à son imagination et de laisser en fait les couleurs de la carte nous imprégner. Les couleurs vraiment au sens de ces choses qui nous inspirent dans les jeux. Donc les couleurs au sens de Frédéric Sintès pour le coup et je sais pas si c'est dans La Forge ça, mais c'est dans Prosopopée le terme de couleur est employé comme ça, comme quelque chose qui doit nous inspirer, voilà. Tu voulais intervenir, Seth ? Ouais, je voulais dire que le tuto en fait était rapide et efficace, qui rendait en fait la prise en main du jeu très très facile. Et entre temps j'ai retrouvé le nom, c'est des ateliers. Des ateliers dans les GN qui justement où on va progressivement en fait apprendre à rentrer dans le rôle et apprendre aussi à connaître les autres joueurs et joueuses qui jouent avec nous, à se dire tiens c'est pour de faux, tu vois, on va se gueuler dessus pendant 30 secondes, parce que voilà, enfin il y a un côté, je trouve les ateliers vraiment indispensables pour éviter le claquage, quoi. C'est l'échauffement dans le sport. Et là pareil, tu l'incarnation, et donc ce petit tuto il te permet de t'échauffer à la discipline que te demande le jeu, à savoir de laisser des cartes t'inspirer et servir de couleur à la narration de la fiction. Et puis également le fait de se contrôler un petit peu quand l'autre du coup a la parole en fait, quand tu tires la carte, on le verra après, mais il y a un certain contrôle que la personne qui tire la carte du coup a sur notamment au niveau de l'errance. Tu vois, c'est la personne qui décrit. Ouais, il faut apprendre en fait à ne pas trop interférer, être là vraiment en adjuvante en fait, pas. Parce que toi quand une carte se retourne, t'as immédiatement une idée à dire et tu te dis que s'il y avait pas ce petit exercice avant de tais-toi, c'est à elle de parler, tu pourrais couper la parole et donner des idées. Alors pas forcément du coup couper la parole, parce que bon voilà, j'ai une longue discipline derrière moi, beaucoup d'efforts, mais le jeu de rôle ça nous apprend ça aussi. Mais très clairement ouais, ça pourrait en fait, ça pourrait, et je trouve que c'est pas mal du coup ce petit tuto, parce que ça permet vraiment tais-toi. Juste voilà, tais-toi, et c'est après même pas tais-toi, c'est écoute. Voilà, ouais, écoute. Et du coup après le jeu du coup est plutôt bien foutu, parce qu'en effet tu apprends juste à intervenir et à aider en fait l'autre dans sa narration, à apporter des choses et non être la chose. C'est très intéressant ce que tu dis là. Ensuite, donc on remélange les cartes qui ont été en fait. Je sais pas si on l'a dit, mais dans le tuto, il y a aussi le placement des cartes, la façon dont on va les poser. Alors vas-y, raconte. En fait, quand on tire une carte, et dans le tuto, c'est rigolo parce qu'on n'est pas prévenu. En fait, la façon dont on va poser les cartes, en fait, va avoir une signification sur la relation que les cartes vont avoir entre elles. Dans le tuto, on n'est pas prévenu, donc quand on découvre ça, on fait « Oh là là, mais du coup, j'ai placé les cartes comme ça ». Et du coup, c'est intéressant parce qu'ensuite, du coup, là, du coup, tu ne l'as pas choisi, donc tu dis « Oh, mais je suis pas posé les cartes !» Et donc après, du coup, ça va te pousser à faire hyper attention. Et donc, ça fait... Déjà, c'est super malin parce que ça te permet d'avoir un effet de rappel-mémoire, de rappel, en fait, sur ce que tu viens de raconter, sur ce que tu avais envisagé, etc.
Ensuite, il y a un effet un peu d'esthétique, on va dire, à comment. Et du coup, on va chercher un peu. Pour toi, c'est à placer des cartes de façon intelligente, à ce que ça fasse à ce que ça surjoue même des fois une certaine symbolique. Et on va jouer du coup la carte dans sa position. On va essayer de jouer sur le fait que sa position puisse avoir une signification. Tout à fait. Par exemple, là, la narration tournait autour d'une étoile. Vous avez choisi de poser les 3 premières cartes pour que ça forme en forme d'étoile. Et on s'est mis ensuite autour pour qu'on en soit les gardiennes. Pour qu'on soit en fait les gardiennes de l'étoile. Je tiens à préciser que le tuto n'est pas du tout punitif dans le sens où en fait vous placez vos cartes, c'est vrai un petit peu n'importe comment au départ parce que vous n'avez peut-être pas forcément réfléchi, mais en fait les 2 cartes qui vont déterminer en fait votre incarnation sont ensuite rebattues dans tout à fait. Dans le paquet. Donc du coup ce n'est pas vraiment une punition, c'est vraiment pour apprendre et seulement du coup après vous savez qu'il faut placer les cartes d'une telle manière. Donc le jeu est bien fait de ce côté-là aussi. Et il faut savoir que ce tuto est réservé aux guides en fait à la base. Pas aux joueurs. Moi, je l'ai transformé en un tuto pour les joueurs et joueuses, mais ce qui est tout à fait envisagé dans la base. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est toi en tant que guide, tu vas prendre le tarot, tu vas commencer et tac, on te dit après le placement des cartes a une signification, 2 points, tâche de ne pas l'oublier. Et c'est la phrase finale du tutoriel. Donc, alors moi, ce que j'ai trouvé, et je suis entièrement d'accord avec Flavie, j'irai dans ton sens Flavie et j'ajouterai un élément, c'est que ça crée qui n'a pas été d'ailleurs, nous chez Olshad on l'a pas eu parce qu'on ne touchait pas physiquement les cartes, mais ça crée une dimension de sacralité du geste de la carte, de la pioche. Quand tu touches une carte, quand tu pioches une carte, tu as un côté, tu as une responsabilité qui pèse sur la façon dont tu positionnes, et il y a un côté, ça ajoute un geste en fait. C'est-à-dire que le jeu procède aussi par rituel et par gestes comme ça un peu sacrés, un peu importants. Du coup, on est amené à faire soi-même, du coup, en plus moi je suis quelqu'un qui tire beaucoup les cartes. D'ailleurs c'était rigolo, j'avais qu'à regarder parce que du coup, moi naturellement, du coup j'ai tiré qu'à la main gauche. Et toi aussi, Cédric, t'as tiré qu'à la main gauche. Alors en fait, je n'ai tiré de la main gauche pour 2 raisons. La première, c'est que tu avais commencé, et comme en fait les règles sont assez claires au niveau du Coven, à savoir on a un lien en fait qui est très fort, j'ai décidé de reproduire. La deuxième, c'est qu'on est comme on incarne un Coven, sorcière, la main gauche me semblait très couleur en fait. Ouais, complètement. Ouais, on tire les cartes de la main gauche. Mais du coup, c'était ritualisé. Du coup, il y avait tout un truc genre, là, on va raconter quelque chose de sacré. Oui. Et comme du coup, c'est un tarot et que sur ce tarot, il y a énormément d'éléments symboliques, du coup, ça rajoute au truc, quoi. On est dedans. Puis du coup, on n'a pas envie de toucher les cartes. Enfin, ça en fait. On n'a pas envie de les salir. En fait, ce que je trouve génial, c'est que ça fait du plateau de jeu au final à la fin, parce qu'à la fin, on a plein de cartes étalées, une dizaine de cartes étalées. Et ben en fait, ça fait de ce plateau de jeu un endroit en fait interdit, un sanctuaire. Parce que la manière dont on le touche va avoir de l'influence. On s'en voudrait d'avoir touché une carte et de l'avoir mise en biais, tu vois. Enfin. Ça peut aussi poser le caractère définitif en fait de la situation, c'est-à-dire qu'au début tu te dis bon alors voilà je vais la poser comme ça, et en regardant le plateau tu te dis ah ouais est-ce que j'aurais pas mieux fait autre chose, et finalement le fait de l'avoir posé comme ça se pose comme étant une contrainte du jeu qui est vraiment bien foutu, parce que du coup ça t'oblige en fait à respecter le cadre que tu as posé en fait au départ. Et puis si tu regardes les cartes à la fin, je trouve qu'elles résument très bien, leur position résume très bien finalement nos personnages, ce qui s'est passé. Enfin, c'est assez rigolo. Complètement. Pour rigoler, à un moment donné, j'ai dit t'as touché la carte, tu dois la retourner. Tu sais, il y avait un côté comme ça abordé. Parce que le côté joueur d'échecs. Voilà ça. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que je tenais en fait à ce que la dimension sanctuarisée en fait des cartes soit faite, d'une part, et à intensifier en tant que guide la dimension. L'intensité en fait, c'est ça. Ce que je recherchais, c'était que la partie soit intense, qu'il y ait un côté on est dedans ou on n'est pas dedans, tu vois, c'est un côté comme ça. Et je pense que le jeu, de par sa présentation, l'ésotérisme dont il s'inspire et le côté rituel et compagnie, pousse vraiment à ça. Le jeu invite à l'immersion en fait. Je veux dire, c'est cohérent au niveau de la forme, au niveau de la mécanique, c'est cohérent, ça invite à l'immersion, c'est bien foutu. Et au niveau des illustrations, il y a un truc. Alors, il s'avère que j'ai joué récemment à un jeu qui s'appelle Okiya, qui est un jeu qui se base sur des illustrations avec des geishas. Bon, peu importe au final, mais c'est juste que dans ces illustrations, il y a toujours des
des éléments des illustrations que tu retrouves sur les autres cartes, parce que tu es censé jouer avec des éléments en fait des cartes. Par exemple, sur une illustration, tu vas avoir des feuilles, une geisha avec un kimono de tel graphisme, un soleil, un oiseau, et donc sur une autre carte, tu pourras la lier uniquement s'il y a un de ces éléments sur l'autre carte. Donc s'il y a une carte sur laquelle il y a un oiseau, tu peux les lier ensemble. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça en fait. Il y a énormément de choses qui se rappellent en fait sur les illustrations, des lunes qui pop, des étoiles, et qui se retrouvent en fait sur plusieurs illustrations, ce qui fait que du coup tu as toujours l'impression qu'il y a un lien en fait qui apparaît entre ces cartes. Ouais, justement, et on en discutera parce que j'ai l'impression que, j'ai un peu peur que ça guide un petit peu trop la narration, justement. C'est exactement la critique que j'avais faite à Momie Magique. Je suis très heureux que les cartes soient magnifiques, ça donne une dimension, voilà. Je pense que le tarot d'Ulver, en fait, malgré tout, il oriente en fait là où le tarot de Marseille, par son côté universel et sa dimension en fait non imprégnée de quoi que ce soit d'autre que son ésotérisme, lui laisse beaucoup plus de liberté. Et moi je suis assez convaincu que le tarot de Marseille est un meilleur outil pour jouer, ce qui est un peu tragique parce que forcément on se dit les tarots et les illustrations d'Ulver du coup. Ah ouais, encore une fois les tarots sont magnifiques. Hein. Mais en fait je pense que jouer avec le tarot donc qui est fourni par Ulver et Momie Magique dans le pack te crée des sensations en fait particulières et est intéressant en soi comme un scénario. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait presque dire en fait que c'est en fait il pourrait y avoir plusieurs paquets de cartes qui t'amèneraient à faire différents types d'histoires. Ouais, exactement. C'est ça, c'est que chaque tarot du coup amènerait à des. Il faudrait voir en fait, il faudrait faire un nombre énorme de parties, genre des millions de parties, et voir si par exemple certaines thématiques, certains sujets, et c'est sûr, il y a certains sujets qui reviendraient. Avec ce tarot-là, je pense qu'on n'a pas besoin de millions de parties. Non, parce qu'en fait, on voit la lune, le croissant de lune revient énormément, les symboliques d'ombre et de lumière aussi, les arbres. Il y a des cartes rouges et des cartes bleues. Les cartes rouges, bleues qui vont forcément jouer. Je veux dire, il y a une orientation. Ouais, je suis d'accord. Il y a les démons aussi. La silhouette aussi des personnages laisse à penser que... les silhouettes et le fait qu'ils aient des visages en fait transparents de par la couleur unie en fait des personnages fait qu'à mon avis les personnages seront très métaphysiques. Ce seront des symboles plus que peut-être les personnages moi je trouve que les personnages du jeu de Marseille du tarot de Marseille, pardon, pas du jeu de Marseille, du tarot de Marseille sont beaucoup plus évocateurs. On se sent tout de suite plus à la Renaissance, on est tout de suite dans du Botticelli avec le tarot de Marseille et donc dans une époque peut-être plus incarnée dans notre réalité prosaïque ou dans l'histoire, alors que là avec le tarot là on est plus déjà dans un univers mythologique, je dirais. Ça m'inspire plus de mythologie, de divinité, de choses comme ça. Là où le tarot de Marseille a un côté peut-être un peu plus prosaïque, peut-être plus chrétien, peut-être plus ancré dans la Renaissance. En tous les cas, ça n'amènera pas, je pense, le même type d'histoire. Pas du tout. Et du coup, c'est intéressant. Non, c'est sûr. De toute façon, c'est intéressant. Je pense que le cadre du symbolisme peut vite être dépassé. Si on a deuxième, troisième partie, on peut vraiment, je pense, humaniser les persos. Moi, je pense que ce sera difficile parce que le jeu t'invite quand même clairement à montrer et à pointer du doigt les tarots pour argumenter tes propositions autour du contenu fictionnel malléable. Par exemple, tu vas être amené à pointer l'arbre pour dire il y a un arbre là, regarde, il y a un arbre sur la carte. Alors, oui, ça oui, mais voilà. Je veux dire, ça, on peut peut-être au bout de 2-3 parties, avoir des intérêts un petit peu plus prosaïques, sans forcément vraiment tout symboliser, je veux dire, au niveau des personnages. Peut-être justement avoir des personnages qui sont très classiques avec derrière des symboliques qui sont beaucoup plus fortes au niveau du décor, pourquoi pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'alternatives, mais c'est vrai que je rejoins le fond, encore une fois, ça guide. Et là vous y jouez sans connaître le système, c'est-à-dire que je ne vous avais pas spoilé aucune des étapes du jeu, je vous ai pas dit vous allez faire ça, je vous ai fait faire ça. C'est différent, tu vois. Je t'ai pas dit, vous allez commencer comme ça, vous allez faire ça, puis on arrivera à là, et là, ce sera la fin, tu vois. Je vous ai dit, je vous ai vraiment, au fur et à mesure des étapes, amené dans l'étape elle-même. Ça aussi, pareil, c'est différent. Quand tu as déjà une expérience de la partie, quand tu sais où ça va, tu sais en fait, quand ça va s'arrêter. Ça, forcément, ça va biaiser. Voilà. Donc ça, c'est un autre élément. Alors, rapidement, on explique et décrit, je vais vous expliquer et vous décrire en fait ce que vous faites dans le jeu. Donc, une fois qu'on a fait cet atelier en fait de préparation à Magie de Minuit, on pose le contrat social, nous sommes un coven, nous sommes des sœurs, on se bat
ensemble et pas l'une contre l'autre. On se bat contre le mal. Le contrat social est posé. Il est assez clair. Oui, alors oui. Et en même temps, on ne sait pas d'abord ce qu'on établit. D'abord, on établit où on va. Les lieux, les personnages qui habitent ces lieux et pourquoi ce lieu est-il important pour nous. Et ça, j'ai trouvé ça déjà vachement intéressant. Quand tu réfléchis bien à la plupart des jeux de rôle traditionnels et dans le monde du jeu de rôle en règle générale, on fait d'abord son personnage. Ouais. Et alors, en fait, ce qu'on fait, c'est deux choses séparément. On fait d'abord, quelqu'un nous décrit l'univers. Ensuite, du coup, le joueur est invité à se lier à une partie de cet univers qui le tente plus. Par exemple, tu m'as décrit l'assise dans Trip to Sky. Ça m'intéresse, l'assise. Allez, je vais faire un personnage assisien. Ou inversement, un autre va dire, non, moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était les pirates, leur lien avec les Pancéens. Je vais faire une Pancéenne pirate. Et donc, on est invité d'abord à écouter un univers, puis ensuite à machin. Là, ici, on fait les deux en même temps. Et je trouve que c'est pas d'un côté l'univers et de l'autre le personnage. On crée l'univers et en même temps s'incarne à l'intérieur. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. Parce qu'en fait, il est possible que pour accompagner un caractère sacré des cartes, il s'agit aussi de rappeler aux personnes que le décor, l'endroit où nous allons, les autres en fait personnages, ou encore les liens qui nous unissent aux cartes sont aussi importants que le nom qu'on va porter ou la source de notre pouvoir. Ça appelle possiblement une certaine humilité. Vu le contenu en fait du jeu et la mécanique, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vraiment, que ce soit aussi une idée qu'ait voulu nous transmettre l'auteur. Pure hypothèse, hein. Flavie ? Juste, il s'est passé un truc magique, c'est-à-dire que les cartes qu'on avait tirées pendant le tutoriel, quand j'avoue. on a tiré chacune, Cédric et moi, quand on a tiré nos cartes qui représentaient nos personnages, nous avons retiré chacun les mêmes cartes en fait. C'est ça, donc Fly a tiré le chariot en tant qu'incarnation, moi j'ai tiré les amoureux en tant qu'incarnation, et du coup au moment où on est arrivé à non source du pouvoir et que le mal nous a-t-il pris, Fly a tiré le chariot et j'ai tiré les amoureux, donc forcément... C'était incroyable. Je sais pas quelle était la statistique que ça arrive, la sachant magie. que le jeu avait été mélangé. Alors, 2 fois, tu l'avais mélangé et je l'avais mélangé voilà, après. Le jeu avait été parfaitement mélangé. C'est-à-dire que c'est vraiment un hasard complet qui fait que toi, tu as tiré donc le chariot comme introduction en incarnation et toi... Non, c'est Fly qui... les amoureux. Comme tu as dit, toi, Cédric. Cédric, tu avais tiré les amoureux et Flavie avait tiré le chariot. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette magie-là, on pourrait croire qu'elle est hasardeuse. Et on pourrait se féliciter ou d'avoir une partie exceptionnelle. Mais en fait, la partie qu'on a faite avec le chat, il s'est passé exactement la même chose. Tu déconnes ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rigolo, la magie a lieu à chaque fois dans Magie de minuit. Et donc, moi, ça me pousse à l'horoscope. Lisez n'importe quel endroit de l'horoscope. Que vous soyez Balance, que vous soyez Cancer, que vous soyez Gémeaux. Prenez l'horoscope des Balances, par exemple, quand vous êtes Gémeaux. Eh ben, il vous correspond. C'est magique. Prenez l'horoscope du Capricorne. Chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir. Et en fait, la magie de minuit, c'est une magie qui vient de l'extérieur, de notre point de vue dessus. Comme à un moment donné, à la fin, il y avait tout dans la narration, on va un peu vous en parler, chers auditeurs, auditrices, mais il y avait un arbre, et à la fin, la carte que vous avez tirée, c'est une carte où il y a une impératrice avec un arbre derrière. Ça correspondait parfaitement. Oui, mais ce qui est génial, c'est Pourquoi ? que c'est parce que les illustrations, comme je disais, comme dans Okiya, il y a toujours des éléments qui se répètent. En fait, c'est ça, il y a quand même des éléments qui se répètent, il y a un pourcentage de chance. Et du coup, t'as envie de dire, c'est incroyable, oui, mais en fait, le jeu est fait pour ça, il est super bien fait, du coup. T'aurais tiré la roue, tu aurais vu un lien avec le chariot. T'aurais tiré le pendu, tu aurais vu un lien avec les amoureux. En fait, la position qui consiste à incarner, c'est-à-dire ce que Momie Magique appelle l'incarnation, c'est-à-dire à interpréter des éléments, te met dans une situation qu'on appelle l'hermétisme, qui est l'hermétisme en philosophie, en philologie, c'est ça. C'est le fait d'être... Par exemple, je te donne un livre et je te dis, Flavie, comme sens. Je te dis, il est fait pour toi. Il a été écrit pour toi. L'autre jour, truc incroyable, Flavie me dit, il y a dans les chiottes, on a un recueil de poèmes de Baudelaire. L'autre jour, Flavie sort des toilettes et me dit, dans le recueil de poèmes de Baudelaire, il y a un poème qui est fait pour toi. Mais elle ne me dit pas lequel. À chaque fois que je prends ce livre, du coup, chaque poème que je lis... Mais oui, mais c'est très important, ça. Chaque poème que je lis, j'imagine qu'il m'est
qu'il me parle. Et ça me pousse à avoir une attitude vis-à-vis du livre, qui est une attitude donc hermétique, et donc qui est l'attitude de... comment s'appelle-t-il, ce gars sur Blast, là, qui dit justement que c'est sa méthodologie. Non, c'est... Tillman. Oui, Tillman. Voilà, par exemple. Mais c'est aussi l'attitude que les exégètes ont vis-à-vis de la Bible, ou que le croyant a vis-à-vis de la Bible. Il pense que c'est un texte qui a été écrit par Dieu pour lui servir d'objet sacré. Donc, en fait, tout ça n'est pas un hasard. Le jeu nous met dans une disposition hermétique qui fait que, à travers toutes les cartes, on y verra ce qu'on veut y voir, le symbolisme. Donc là, on reprend aussi un élément très que je reconnais et que je connais, puisque c'est la même chose dans le sens. Moi, je pense qu'on pourrait faire un... Alors, il s'avère que je suis fan du symbolisme en art, et notamment de Klimt. Tu fais un... Vu que Klimt, il y a toujours des trucs qui se répètent, en plus, dans ses... des éléments qui se répètent dans ses peintures. Des leitmotifs itératifs. Ouais. Tu fais un tarot avec Klimt et tu peux jouer, du coup, au 19e, quoi. Enfin, au 19e. Ah oui, ou dans l'art déco, ou voilà. C'est ça. C'est pas début 20e, Klimt. Non, oui, début 20e, c'est pour ça que je me suis trompée. Ouais. Mais alors pour le coup, voilà, c'est vrai qu'on y voit ce qu'on veut, mais je rappelle quand même le coup des illustrations qui sont encore une fois très bien foutues, cohérentes, dans le sens où voilà, ce sont des illustrations qui vont t'inviter à voir en fait ce que tu veux y voir. C'est si tu lis, je ne sais pas moi, une charogne de Baudelaire, ouais. Bah tu vas y voir un mec qui s'est fait piquer sa gonzesse par quelqu'un, possiblement par une autre gonzesse si on suit l'histoire de Baudelaire. Et très rarement tu vas dire mais ouais, mais c'est mon histoire. Oui, fatalement, puisque en fait le texte a été écrit, ou ici les dessins ont été, les illustrations ont été réalisées de telle manière à ce qu'en fait les liens soient en fait perceptibles. C'est malin. Moi, je n'y vois aucune magie en soi. Je sais pas si ça détruit en fait le jeu. C'est pas le but du tout, parce que j'ai beaucoup aimé jouer. Mais très clairement, j'y vois aucune magie. J'y vois juste un jeu qui est intelligemment réalisé. Oui, mais c'est ça la magie. C'est ça, l'intelligence, c'est la magie, tu vois, c'est ça. Donc non, alors clairement, effectivement, comme tu l'as dit, le jeu, puisque encore une fois, j'en reviens à la note d'intention. Sur la note d'intention, ouais. Voilà, le jeu n'a pas pour prétention d'être vraiment, si j'ose dire, magique, même s'il n'a pas trop de sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous met dans certaines dispositions et qui nous fait voir de la magie. Et oui, tout à fait. Mais tout à fait. C'est pour ça, et en plus, la note d'intention, encore une fois, elle est bien foutue, ouais, elle est bien claire. L'intelligence, c'est très très bon. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette dimension, Flavie, ou je continue? Moi, il y a quelque chose qui me frappe quand je lis ce jeu immédiatement, c'est que c'est un jeu qui a complètement déconstruit le jeu de rôle traditionnel, et notamment un élément du jeu de rôle traditionnel qui est très important, qui est la fameuse question « Que faites-vous » Là, ici, on a des tas de questions. C'est pas « Que faites-vous » C'est d'abord « Où allons-nous » C'est ensuite « Qui habite ces lieux » Pourquoi ces lieux sont-ils importants pour nous? Le jeu, et regardez dans le livre, les questions sont posées en grand. Il sait que les questions sont essentielles au jeu de rôle, que les problématiques et que les réponses que les gens apportent à ces problématiques sont le jeu de rôle. Et donc du coup, en fait, il pose des questions qui sont... Le livre, la base, pose des questions qui sont toujours très différentes. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ces questions, c'était plus un point de départ, en fait. Et il s'avère que, autour de la table, on est des gens qui aiment jouer en roleplay, comme on dit. Et qu'en fait, pour répondre aux questions, Cédric et moi, un bon vieux pépère qui joue ensemble depuis qu'on a 18 ans, ça fait c'est un peu ça, années, avons repris très rapidement nos bonnes vieilles habitudes de roue libre en roleplay. Et, on a essayé de se canaliser. Hein. Voilà, mais je trouve qu'on a réussi, on aurait pu partir beaucoup plus loin. Je suis entièrement d'accord. Et ces questions, en fait, on y répondait... En fait, c'était un point de départ, mais au final, après, on partait où on avait envie. Le jeu est fait pour ça. Hein. Après, voilà, le jeu est fait pour ça. Tu narres derrière. Voilà. Encore une fois, c'est tu vois, on est loin du que faites-vous. Et tu vois, je t'ai réservé un truc. Toi, je sais que t'aimes le tragique. Alors, quand la grande prêtresse est arrivée et quand je savais que tu avais perdu, j'ai failli te faire le tch. Ouais. Et en fait, alors, j'explique tout à fait. Il y a un grand derrière arbre, le masque. Il y a un grand arbre qui pousse dans lequel, qui vient d'une étoile, et une divinité pousse dedans, et les gens prennent sa sève pour asservir des gens. Donc ça, c'est la réponse. Ce que tu es en train d'écrire, c'est les réponses que vous avez apportées. J'explique aux auditeurs, sinon ça va être très cryptique ce dont on va parler. Oui, c'est pour ça que je précise à quelle réponse. Et il s'avère que du coup, des gens viennent prendre cette sève parce qu'elle leur donne le pouvoir d'asservir les gens. Et donc moi, ça m'a volé du coup ma famille, et toi, ça t'a volé ta dulcinée. Et moi, ça m'a volé mon aimé, parce que la relation
les relations homosexuelles, voilà, ça passait pas, et résultat des courses, cette personne a décidé d'avertir le village pour dénoncer notre relation et a brûlé du coup mon aimé devant mes yeux. Donc voilà, caractère tragique, parce que le tragique c'est cool, ça fait des histoires. Et donc du coup, le personnage de Cédric et le mien se retrouvent à protéger cet arbre, et au final, un soir, alors que je vais vers un truc initiatique, vers l'arbre, je me rends compte qu'il n'y a plus d'arbre mais une forteresse, et au pied de cette forteresse, il y a la grande prêtresse, et à un moment où du coup je devais décrire en fait le voile de la prêtresse tombe, et c'est « t'as bien aimé ?» Twist. Non mais pour le coup le jeu le prévoit, ces sortes de twists, il y en a eu plein. Enfin, et ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours ça. C'est le twist en fait. Enfin, en tout cas, je dis toujours sur l'expérience de 2 parties. Bravo Romaric. Voilà, mais je veux dire, c'est ce qui s'est passé aussi à notre partie. C'est-à-dire que mais en même temps, c'est normal en fait, parce qu'on a peu d'éléments sur lesquels faire de l'histoire, et du coup on va être ramené à faire de l'histoire sur ces éléments, parce que sinon on n'a rien. Exactement. Mais du coup les questions qui sont posées ont été bien réfléchies, parce que du coup elles amènent à créer quelque chose sur lesquels, avec très peu d'éléments, donc on les retient en plus du coup les éléments. Et je rappelle que les cartes sont des bons aides-mémoire aussi, la façon dont elles sont placées, etc. Et donc du coup en fait naturellement, comme t'as pas de fiche de perso, moi souvent quand je joue je cherche des éléments sur ma fiche de perso pour pouvoir jouer. Or là t'en as pas, donc en fait t'es amené à regarder les cartes qui sont des aides-mémoire pour pouvoir trouver ce que tu vas faire. Et donc, naturellement, tu es amené à jouer, en fait, avec des éléments qu'on a fait, qu'on a dit, et des éléments des cartes, du symbolisme des cartes. C'est juste génial. Alors, à savoir aussi que les personnages sont définis par 3 questions. Quel est ton nom ? Quelle est la source de ton pouvoir ? Et qu'est-ce que le mal ? Donc, on sait que l'objectif du Coven est d'affronter le mal dans cette partie du temps et de l'espace qui est donc la partie, enfin qui est du moins le contenu fictionnel d'une partie. Et donc, qu'est-ce que le mal ? Que m'a pris le mal ? Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Voilà, donc du coup, ça vous oblige aussi à poser des personnages qui sont tragiques, puisque d'entrée de jeu, vous avez perdu quelque chose. En fait, c'est ça aussi. Et c'est le mal qui vous l'a pris. Oui. Donc forcément, ça vous pousse à imaginer que la chose qui est prise est aussi la chose qui a pris. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et je finis juste pour les auditeurs l'histoire, comme ça on va pouvoir ils comprendront en fait ce dont on va parler après. À fond. Donc la prêtresse qui s'avère être l'aimée du personnage de Ced nous laisse monter en haut de cette forteresse. Quand on arrive, nous sommes face à une roue de la fortune avec des mains qui semblent tisser des liens. Et là, sur un système de Coven, en fait, on comprend qu'en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc, on fait des incantations de la vérité qui révèlent finalement le personnage, finalement, cette prêtresse qui poussait dans l'arbre, qui est, elle, l'antagonisme. Et là, c'était génial parce que du coup, on aurait pu avoir la roue à ce moment-là, mais en fait, ce qu'on a tiré, c'est l'impératrice sur son trône au moment où... Ouais, tout à fait. En fait, alors, c'est ça qui est un des éléments du jeu, c'est qu'après, en fait, la description des ce qu'on pourrait appeler les péripéties, qui s'appellent l'errance, les joueurs et joueuses sont amenés à indiquer, en fait, après 12 coups, on frappe 12 coups de minuit, donc on tape sur quelque chose pour frapper les 12 coups. Et du coup, chaque joueur est amené... Il faut désigner l'origine du mal, tout à fait. C'est ça. Et donc, c'est pas forcément la même carte qui est désignée. Et d'ailleurs, là, c'était pas le cas. Elles étaient proches des 2 cartes qui avaient été désignées. Ça, justement, ça faut qu'on en parle. Alors vas-y. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire que du coup, à la fin, on terrasse le mal et l'impératrice, et puis voilà. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est comment toute cette histoire se met en place. C'est-à-dire qu'au moment où, du coup, on met en place finalement une situation initiale, hein, et le renversement, je me rappelle jamais du nom. Le twist. Le twist, voilà, apparaît. Donc il y a l'impératrice, c'est l'aimée de Ced. Et là, en fait, nous sommes amenés à désigner qui est le mal. Quelle carte? D'où provient le mal? D'où provient le mal? Sauf qu'en fait, on s'est regardé avec Ced, on était là, il n'y en a pas 36 000 qu'on peut désigner. Hein. Il y en avait ça, 1, rigolo, 2, 3, 4, 5, sachant que les 3 premières, en fait, nous, on les a superposées pour faire une étoile. Donc, en fait, on ne voit plus celle d'en dessous. Donc, on voit juste celle du dessus qui nous représente. Voilà, après, il y avait quand même, on voyait à ce moment-là une petite la partie divinité, de la on voyait, divinité. en fait, il y avait des possibilités. Quoi. Et donc, là, d'où vient le mal? Et donc là, moi, je pointe, donc Rome se met à sonner les 12 coups de minuit. Bon, c'est un peu rigolo parce que du coup c'est l'heure du mal, c'est l'heure du malin. C'était complètement raté parce que j'avais rien pour sonner, donc j'ai sonné sur une tasse. Ouais, mais c'est pas grave parce que du coup on a compris aussi l'enjeu qui était de mettre de l'attention, parce que si pour nous c'est aller
vite dans notre tête, il est possible qu'il y ait des configurations où ce soit nettement plus difficile de le poser. Donc les 12 coups vont foutre en fait la pression pour choisir. C'est génial. Ouais, J'aime beaucoup cette mécanique. c'est le moment où le mal apparaît. Donc dans l'esthétique, ça, c'est un peu rigolo. Et donc moi, il s'avère que j'ai pointé la prêtresse et toi, tu as pointé du coup Tu vas pointer la divinité. la divinité et toi, t'as pointé la grande prêtresse. Et j'ai pointé mon personnage. Ah, ton personnage. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était mon personnage en fait. Parce que je considérais du coup que si la grande prêtresse était mon aimée et que finalement en fait elle n'était pas morte, l'origine du mal, ici en fait c'était moi parce que j'avais créé cette situation qui amenait en fait mon aimée à être ce que finalement elle ne voulait pas être. Donc voilà, je considérais que j'étais l'origine du mal. Alors ça, c'est un truc, parce que tu as tout de suite enchaîné du contenu fictionnel vers une analyse, Flavie, donc j'ai pas pu t'interrompre, mais moi je voulais passer la parole à Cédric, pour savoir si oui ou non il était d'accord avec ce contenu fictionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe dans Magie de minuit, c'est que c'est bien un jeu dans lequel chaque joueur et joueuse a bien une vision différente de ce que Coralie ce que Coralie David appelle la fiction, et moi je suis pas d'accord avec ça. Dans le jeu de rôle, pour moi c'est un contenu fictionnel malléable, et là vraiment on voit bien qu'il y a deux visions en fait de ce qui s'est passé et des événements qui se sont déroulés qui sont complètement différentes, et qui n'est pas, encore une fois, une interprétation différente d'une même fiction. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas deux interprétations, c'est vraiment vous avez vécu deux histoires vraiment radicalement différentes. Il y a bien eu deux contenus fictionnels, enfin bien deux fictions qui sont créées et deux à qui ce sont moment-là, oui. Voilà, à ce moment-là, parce que vous êtes pas d'accord en fait. Non mais même à ce moment-là, mais même pendant toute la partie, tu résumerais le contenu fictionnel. Il y a pas des tas de choses que tu as envie d'ajouter, voire des tas de choses avec lesquelles t'es pas forcément d'accord avec ce que Flavie a dit. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, non, parce que sur le fond, en fait. Sur le fond, vous êtes d'accord. Ouais. Non, par contre, j'ai trouvé que ce qui était Après, cool. c'est particulier parce que c'est Fly aussi. C'est-à-dire Donc, je veux dire, on a quand même une vision assez similaire des fois Oui. des choses. On partage beaucoup de choses. Bah ouais, on partage beaucoup de choses. On se connaît depuis longtemps. Ouais. Donc oui, forcément, on va tomber d'accord beaucoup plus D'ailleurs, ce qui est facilement sur rigolo, c'est certaines que choses. moi qui ai été votre maître de jeu de Sens Néant pendant des années, enfin pendant un an complet, où on jouait une fois par semaine, j'ai reconnu vos deux personnages. Nédéléon, le chariot, le voyage, l'aventure. Flavie, c'était complètement le chariot. Et toi, les amoureux, c'est Inéa, l'amour perdu, L'aspect Patio, tragique, tout ça, l'aspect voilà, tragique. c'est- Enfin, c'était complètement les deux personnages. de Mais Sens tu Néant. vois, ce que je trouve cool, c'est que parfois, quand on joue des jeux où on va créer l'histoire au fur et à mesure, j'ai parfois l'impression qu'on joue les uns à côté des autres sans jamais se rejoindre. Et ce moment où on est amené à pointer l'origine du mal, c'est un moment où du coup on dit, dans le contrat, c'est clairement, enfin, je trouve ça clair, ouais, vous n'êtes pas en train de vivre la même chose, là on va vous obliger à réunir les deux histoires. Le fait qu'on pointe pas des cartes différentes, si on pointe les cartes différentes, c'est cool, ça veut dire qu'on a vécu la même histoire. Si on pointe pas les mêmes cartes, c'est le moment où on va être amené à dire, ok, là il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir vivre une fin cohérente en fait. Et je trouve ça assez malin parce que je trouve que des fois sur certains jeux, alors notamment d'Avery Alder où j'ai pu sentir ça, mais c'est pas la seule et c'est pas tous ces jeux, hein, on va se mettre d'accord. Des jeux à posture d'auteur souvent. Ouais, j'ai des fois l'impression d'être en roue libre toute seule à côté de gens qui sont en roue libre aussi. Et puis en fait, c'est trop cool, on vit un bon moment, mais en fait on joue pas vraiment ensemble, on joue les uns à côté des autres. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment on était obligés du coup de se rejoindre et de mettre finalement à plat la fiction. Finalement, ah ok, alors attends, je te propose, on va faire un pas l'un vers l'autre. Là, je vais te dire, moi je propose que en fait, elle a vécu ça, il s'est passé ça. Cédric dit, moi je pense qu'il s'est passé ça. Et en fait, on fait un pas l'un vers l'autre au fur et à mesure jusqu'à recréer finalement un truc unifié. C'est ça, avec vraiment le but du jeu est ici de trouver l'explication la plus satisfaisante dans la mesure où on joue, voilà, moi j'ai gardé ça en tête aussi, on a un coven, c'est-à-dire que votre sœur a une influence, j'utilise le terme de sœur dans le sens très bien. Lien très très fort. Très très bien. Votre sœur a une Je crois que le influence terme est- sur Le terme vous. est utilisé Le terme dans est le utilisé livre. dans la base. Et que pour moi, le jeu n'appelle pas à la confrontation et ça me semblerait difficile et du coup pas très productif. Alors c'est anti-contrat de social même, tu peux le dire. Ouais, c'est Entre joueurs, tu veux dire Ouais. Le PVP Oui. et du impossible. coup dans le et jeu. dire voilà par exemple non, moi je garde mon histoire, toi tu gardes la tienne, il y a confrontation. Ah oui, tu veux dire à ce niveau-là. Ok. Bon,
Par contre, là où on a déjà eu en fait des interactions avant, on jouait pas l'une à côté de l'autre, Oui, dans c'est la vrai. mesure où dans les lieux d'errance par exemple, voilà, c'est dans les moments d'errance, pardon, j'intervenais ou tu intervenais dans ma fiction. Mais ce qui Et on s'est se passé, retrouvait que assez rapidement. en fait, ouais. c'est ça, c'est que ça semblait assez naturel parce que du coup, on a glissé très vite vers le même chemin, quoi. On Mais- s'est très vite adapté en fait. Mais là aussi, tu vois, c'est bien précisé par la base. C'est-à-dire que les rôles de chacun dans l'errance sont clairement décrits. Il y en a un donc qui va dépeindre une scène qui se passe dans un lieu où où se rend le coven, donc ça veut dire tout le monde. Il va comment dire pouvoir qu'est-ce que c'est? Il décrit en fait le lieu où il se trouve, les actions. Son personnage est au centre de l'action. Voilà, c'est ça que je veux dire. Celui qui tire la carte, son personnage est au centre de l'action. Il décrit où il est, etc. Et l'autre, lui, pendant ce temps-là, ou les autres d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément en K2. Ouais, parce que nous, on était- Moi aussi, j'aurais pu intervenir, tu vois. En tant que guide, d'ailleurs, j'aurais pu le faire à plusieurs reprises, mais je l'ai pas fait parce que je voulais vous laisser vraiment avoir le truc. Donc les autres peuvent faire intervenir un autre personnage, initier un dialogue ou poser des questions sur l'univers ou les pensées de la sorcière. Ça n'a pas été fait, ça d'ailleurs. Vous n'avez à aucun moment pas trop interrogé les pensées de vos On personnages. était en roleplay. Si Ouais, on c'est avait ça. des pensées, on On pouvait est- se les dire. Ouais, on c'est était ça. au roleplay, il y a quand même eu des questions sur les comment tu te sens, tout ça, enfin, Ouais. voilà, sur les à émotions, sentiments. Ouais, complètement. Il y a eu quelques trucs, mais bon, assez peu. Je pense que ça pourrait être plus intense avec d'autres tables. Mais là, Ouais, vous bien aviez pas sûr. besoin parce que effectivement, vous êtes tous les deux des joueurs très roleplay. Vous avez joué à Sens pendant des années, quoi. On va pas se mentir. On va dire ça. Bah oui. C'était des chaussons, tu sais, tu Bah ouais, remets c'est tes ça, chaussons, ouais, c'est ça, et ils sont drôlement c'est bien les confort. vieux chaussons en fait. C'est quelque chose aussi. Ça, c'est mine de rien, c'est confortable. C'est-à-dire que quelque part, le jeu nous pousse, à travers sa liberté, son côté un peu freeform, il nous pousse à revenir en fait dans des lieux où on est à l'aise. Au moins de ce point de vue-là, de façon à se concentrer sur l'intérêt de ce jeu, qui est la corrélation entre les propositions que l'on fait au sujet du contenu fictionnel malléable et les interprétations que nous donnent les cartes, les interprétations qui nous viennent en tête quand on voit les cartes. C'est ça le cœur du jeu en fait, et c'est pas tellement comment on y joue, s'il y a du roleplay, s'il y en a pas, tu vois. Ça c'est très intéressant aussi dans l'approche de taire tout un tas de mécaniques pour se dire non, on n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Et le reste, mettez-vous d'accord, tu vois, quelque part, mais enfin, je trouve que c'est intéressant. Il y a un côté De toute façon, le mettez-vous d'accord, il est inclus dans le contrat social aussi. Le fait C'est qu'on vrai, joue à un mais il y a coven un ou avec des gens liés, bon, bah, voilà quoi. c'est vrai, mais il y a un côté le concept de système zéro de Jérôme Larrey, qui est que à toute table de jeu de rôle, en fait, revient toujours sur un espèce de quant à soi. On revient toujours dans ses chaussons, on revient toujours sur la manière dont on a l'habitude de jouer des parties de jeu de rôle. Et quelque part, ce jeu l'intègre en fait comme... c'est-à-dire on parle pas de système, comme ça tout le monde est sur son système zéro. Et enfin, c'est aussi ce que fait le freeform en fait. Le freeform en matière de règles, c'est ce qu'il fait de façon à se concentrer. Et ça, c'est quelque chose que je comprends avec ce jeu et que j'avais jamais compris de l'intérêt du freeform, c'est de se concentrer sur ce que le jeu nous raconte et pas forcément sur les mécaniques et d'interroger le jeu de rôle en soi, tu vois, la pratique du jeu de rôle ou machin. Ce jeu, en fait, c'est un jeu complètement déconstruit par rapport au rôlisme classique. Parce que il n'interroge même pas le classicisme du jeu de rôle. Tu vois, par exemple, dans ce jeu, tu ne trouves pas une phrase qui dit « Il n'y a pas de maître de jeu dans Magie de Minuit ». Il n'y a pas de règle négative dans Magie de Minuit. Tu vois, dans Trip to Sky, tu... Qu'est-ce que tu entends par règle négative? Alors, on avait vu avec Adrien et Natacha, c'est quelque chose sur lequel on avait discuté en tant que game designer, que les règles qui sont tournées à la forme négative en général, quand tu crées un jeu, quand tu écris une phrase à la forme négative, c'est souvent pour prévenir de quelque chose qui se fait de façon naturelle, d'un truc mainstream, d'un truc qui se fait sans y réfléchir, d'une évidence. Pour prévenir d'une évidence. Par exemple, là en ce moment, je suis en train d'écrire un jeu dans lequel on peut faire de la magie à distance sans avoir la vue. Et c'est très compliqué pour les rôlistes de comprendre ça parce qu'ils ont l'habitude qu'un sort qui est lancé, on voit l'adversaire en face. Donc je suis obligé de mettre une règle négative qui est dans ce jeu, la magie ne se lance pas à vue. Dans ce jeu, il n'y a pas de maître de jeu. Règle négative, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'évidence serait que, mais non, il n'y en a pas. Et dans Magie de Minuit, tu trouves aucune règle négative. C'est-à-dire que le jeu part du principe que les gens qui vont y jouer ont déjà déconstruit la forme classique du jeu de rôle et ne se posent plus de questions sur est-ce qu'il y a un maître de jeu, est-ce qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, le jeu ne te dit même pas quand est-ce que tu vas créer ton putain de personnage, quoi. Je veux dire, au début, Oui, c'est vrai. C'est incroyable ça quand même d'oser ce parti pris là. Tu vois, je veux dire, ça paraît évident pour tout le monde que dans un jeu de rôle, on incarne un personnage, putain. Quand est-ce que je fais mon putain de perso? Est-ce qu'il est étiqueté comme jeu de rôle?
Oh merde, tu poses une colle. Enfoiré. Non. Effectivement, putain, tu vois, là aussi, c'est une déconstruction totale. C'est incroyable. Non, il n'est pas étiqueté comme jeu de rôle, effectivement. Alors moi, le seul bémol que j'aurais sur ce jeu, c'est la résolution. Vas-y. Alors, vas-y, ouais. En fait, je passais une partie de folie. Et là, on retourne la dernière carte et nous découvrons qui était vraiment le méchant, l'impératrice. Et là, il faut décrire comment on la bute. Je sais pas, il me faut une autre carte, moi, pour savoir comment je la bute. Je viens de découvrir le méchant. Je peux pas avoir la résolution sur la même carte. Alors là, c'est un peu de ma faute. Je pense que les règles sont... Alors là, il y a peut-être un défaut d'écriture des règles. Voilà. C'est peut-être un défaut... Je te lis exactement ce qu'il y a écrit parce que c'est très court. À partir de maintenant, les sorcières doivent triompher du mal. Donc à partir de maintenant, ça veut dire après qu'on ait posé des cartes face cachée. Alors dans ces cas-là, je précise qu'il nous reste quand même 2 cartes. Du coup, on a posé chacune 2 cartes cachées sur sur les cartes. Vous avez ciblé. Ouais, en fait, on a ciblé. Voilà, on a pioché chacune une carte qui constitue, en fait, on a mis sur ce qu'on pensait être l'origine du mal. Voilà. Et en fait, ces 2 cartes face cachée constituent des obstacles que nous allons découvrir en fait tour à tour. Voilà. Donc du coup, il y a 2 obstacles. Il y a autant d'obstacles que par voilà, personne. Donc si on était 3, il y aurait eu 3 obstacles. Oui. Si on était 4, il y aurait eu 4 obstacles. Bref, etc. Oui. Alors voilà ce que dit le jeu. Donc combattre le mal. À partir de maintenant, donc après effectivement que vous ayez posé les 2 cartes face cachée sur les cartes dont vous pensiez que provenait le mal, vous allez triompher du mal. Chaque carte face cachée indique un obstacle ou une menace à surmonter. Bon. Narrez ensemble une scène pour chaque menace et racontez comment votre congrégation y fait face. N'hésitez pas à rendre l'affrontement épique et à décrire comment vos pouvoirs vous aident dans cette situation. Pendant cette confrontation, lorsque vous vous attendez à une révélation ou à une résolution, retournez la carte sur sa face visible. Donc tu vois, je sais pas, est-ce que c'est après avoir décrit le combat épique ? Et on n'a retourné pas forcément les cartes au bon endroit. C'est peut-être qu'on les a pas retournées au bon moment, donc là je plaide coupable. Son incarnation vous donnera alors les réponses que vous cherchez et vous guidera vers le dénouement de cette scène. Ok, on n'a pas retourné au bon moment, je pense qu'on n'a pas retourné au bon moment. On a retourné trop tôt, c'est ça. Par rapport... D'accord, ok. Donc en même temps... Pardon, excuse-moi. On aurait dû passer par exemple plus de temps autour du premier obstacle. Non, juste, en fait, le premier obstacle, je fais en même temps, je retourne les cartes. On aurait dû dire, bon, alors là, on est face à la... Là, les cartes sont retournées, du coup. On ne voit pas que c'est la roue et on ne voit pas que c'est l'impératrice. On aurait pu dire, bon, on arrive, il y a du coup l'entité. Du coup, l'entité, on ne l'aurait pas vue, donc on aurait imaginé des trucs et on aurait dit, bon, et du coup, on aurait décrit un truc genre, eh bien, moi, j'invoque de la lumière de la lumière de la lune qui l'aveugle. Moi, je me mets en colère contre elle. Voilà. Et du coup, on aurait retourné la roue de la fortune et du coup, ça aurait été comme ça qu'elle se défendait en invoquant une roue et du coup ça aurait été nos vies qu'elle tissait. Ensuite, du coup, on aurait dit comment on allait contre l'obstacle, puis ensuite il reste une carte non retournée, on aurait pu dire bon, maintenant qu'on a détruit la roue de la fortune, nous nous approchons encore de l'entité pour aller lui blaster la gueule. Évidemment, on n'aurait pas parlé comme ça parce que c'était sacré et qu'on aurait décrit des trucs jolis. Ouais. Et au moment où on dit je m'apprête à porter l'assaut final avec toi, notre ray de lumière magique mutuel latin, et là on aurait pu retourner l'impératrice qui apparaissait sur son trône et en fait nous la touchions en plein cœur, tu vois. En fait, tu vois, là il y a quelque chose, donc dans un cas les cartes nous font parler, dans un autre cas, donc au départ en fait tout le jeu c'est on tire des cartes et elles nous font parler. Dans le cas final, on a tiré des cartes face cachée. Et en fait, c'est quand on a cessé de parler qu'il faut les retourner. Donc c'est les cartes qui parlent à la fin, et non plus les joueurs qui parlent sur les cartes. Ce que je comprends parfaitement, je trouve la mécanique très élégante. Et en fait, la mécanique marche. C'est vraiment important de retourner les cartes après, du coup. Je pense que c'est très important, effectivement, dans le propos du jeu. Mais il y a une raison pour laquelle je vous ai fait retourner ces cartes. C'est pas un hasard. C'est parce que justement, depuis le début, on retournait les cartes, puis on parlait. Et donc j'ai fait cette erreur. Là, là, il faut le dire à Momie Magique. Parce que j'ai fait cette erreur aussi, parce que c'est comme ça que ça se passait depuis le début. Donc là, peut-être qu'il manque une règle, ou qu'il manquait une règle ou un truc pour te dire, attention, ici, ça va être différent. Les cartes vont devoir être retournées avant. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a peut-être un petit défaut. Bon, c'est un défaut.
C'est un tout petit détail. Non, mais c'est important ça a quand même donné un truc intéressant. Et ça te donne pas envie de rejouer ça, peut-être, cette petite erreur? Parce qu'on dit souvent à la fin... c'est vrai. Mais ouais, puis moi, j'aime bien, en fait, parce qu'il y a quand même une résolution après la dernière carte retournée, où on décrit la scène, un épilogue. La résolution, un épilogue. Exactement, le 8. Donc là, on est le chapitre 7, combattre le mal, et effectivement, il y a un chapitre 8 qui est le petit épilogue qu'on peut raconter. Et après, il y a un chapitre 9 qui est des variantes, en fait, de jeux pour aller plus loin, pour faire une campagne, etc., et qui sont très bonnes, des trucs trop bien aussi. Donc du coup, en fait, si je reprends ce qu'on aurait dû faire dès le départ, c'est-à-dire avec les cartes qu'on retournait. Ouais. Après avoir pointé le mal, tu mettais les cartes face cachée. Alors en fait, non, au début, on a très bien joué. D'accord. C'est juste que dans les 2 dernières cartes, celle du mal, là, en fait, il fallait d'abord qu'on parle avant de les retourner. C'est juste pour la résolution finale. D'accord, et donc en effet, bon, c'est bien ce que j'avais compris. Du coup, en effet, il faudrait... il y a autre chose aussi qui m'a peut-être avertir ou... Bon, après... Il y a un truc qui m'a aussi poussé, c'est que je me suis dit, mais ils vont rien me dire si je leur dis allez-y, là, racontez le truc. C'est que là, à nouveau, on passait en mode dans les jeux d'auteur ou dans les postures d'auteur. Que faites-vous? Ouais, c'est pas ça, mais c'est il manquait un petit peu de... D'ailleurs, on t'a fait la remarque, il me semble. Qu'est-ce qu'on fait là, du coup, on sait pas quoi dire, et du coup t'as dit retournez la carte. Peut-être qu'il aurait fallu une carte pour le combat et une carte pour les révélations. C'est-à-dire que si tu vas dire retournez une carte pour voir comment se passe le combat, et ensuite ça aurait même été un peu rigolo, tu vois, les 2 cartes sont pas retournées, donc on voit pas la résolution, on prend juste une carte pour montrer comment se passe le combat et juste ravoir un peu d'eau à notre moulin. Exactement. Pour raconter des choses. Ouais, c'est ça en fait, c'est que le jeu justement évite la posture d'auteur en te donnant des cartes, en te soumettant des cartes pour aider en fait et pour te donner des couleurs pour raconter ça. Et là, le combat, c'est le seul moment où ce que tu vois, c'est le noir du dos de la carte de Momie Magique, quoi. C'est ça qui est, du vert. C'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, mais c'est voilà. Après, je trouve que la mécanique est quand même intéressante et je pense que ce qui nous a peut-être un peu frustré, c'est le fait en fait qu'on ait que 2 cartes, parce que nous n'étions que 2. Donc du coup, au niveau de la narration, c'est allé assez vite parce que du coup, si on se retrouve à 4 par exemple, là, tu te retrouves avec 4 obstacles. T'as le temps en fait de tisser un truc beaucoup plus fort, donc je pense que ça fait aussi partie du même si je considère que oui, en effet, il devrait y avoir peut-être un TW sur le TW, là faut trigger warning. Ouais, un trigger warning pour dire là faudra peut-être la mécanique change un petit peu, mais en effet le fait que nous soyons 2, je pense, a aussi contribué à cette frustration. J'avoue que comme là du coup je manquais un petit peu aussi de matière en fait, du coup il me restait comme je vous disais, souvent je regarde en fait ce qui reste quand je joue en fait et que j'ai plus trop d'idées, en fait je regarde ma fiche de perso, là il y en a pas, donc j'ai commencé à regarder la table, j'ai vu sortir, je me suis dit ah oui c'est vrai, on a un coven, et c'est pour ça que là du coup je t'ai proposé qu'on s'attrape les mains et qu'on fasse une incantation comme si on était des sorcières en fait, parce que du coup, et je pense que bien, parce qu'on l'a défoncé la gueule, et je pense que c'est ce qui doit se passer dans beaucoup de tables en fait, parce que du coup ce moment où tu n'as plus, en plus c'est rigolo parce que derrière la carte en fait c'est un cercle, c'est un cercle magique en fait. C'est-à-dire, il faudra que j'en parle du cercle magique, mais c'est un cercle magique, donc c'est un moment en fait qui pousse si c'est ce que tu regardes, en fait, c'est le truc qui dit vous formez un coven, allez, on fait une incantation tous ensemble, on s'attrape les mains. Ouais, je pense que il y a des chances que ce soit volontaire. Ouais. Ah oui, donc en fait, c'est sur le dos de la carte qu'on est amené à discuter en fait. Et donc finalement, on est amené à la regarder en fait. Ah purée, d'accord. Ah oui, donc en fait, c'est très intéressant. Et en fait, je remarque aussi que les points cardinaux, il y a un œil au centre et tout. Ok. Ah ouais. Et du coup, c'est aussi. Et d'ailleurs, aussi c'est ça, le en fait. moment. Excusez-moi, je vous montre juste la base. C'est pas très podcastique, mais je vais vous décrire pour vous, chers auditeurs, auditrices, qu'il y a. C'est le moment où la base nous montre pour la première fois. Il y a un petit schéma qui nous montre comment on pose les cartes. Et vous voyez, les cartes sont bien retournées et on voit une photo. Donc c'est peut-être ça finalement le trigger warning. C'est le moment où il y a pour une fois, il y a une illustration de comment les cartes sont mises, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, ok, d'accord. Sinon, on dit que c'est le guide qui a foiré, et puis nous, on a super bien joué. Mais on est parfait, on est parfait. C'est vrai que c'est pas une erreur du jeu en fait, c'est pas une erreur du jeu. Non, si vous avez raison de souligner que c'est une on erreur de moi, on en fait. regarde C'est moi la qui ai fait carte et en fait du coup on est amené à faire le pouvoir magique comme on l'a fait finalement. Ouais. Et moi ça me donne envie de rejouer quoi, de voir ce que ça produit comme effet quand effectivement les cartes sont... Et je trouve ça intéressant aussi le fait qu'à la fin ce soit les cartes qui parlent et plus les joueurs autour, ça c'est quelque chose d'intéressant. Juste parce que je trouve ça intéressant, voilà. Attention, c'est le moment où je tisse des liens avec ce qu'on a fait, où j'essaye d'aller un peu plus loin, je m'excuse. Je pense que je veux partir un peu loin, voilà. Toujours. En fait, donc on est un coven, on place
on a sur ces cartes ce cercle qui pousse à avoir des invocations. On va invoquer les membres du cercle, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses. Oui. Du coup, tout ça fait sens avec cet univers pertinent. Parce que du coup, nous sommes le Coven autour de la table. Mais tout ça montre aussi qu'en fait, quelque part, on va utiliser la magie des mots. Mais c'est du jeu de rôle. Alors, c'est pas dit que c'est du jeu de rôle. Non, mais, Cédric a raison. Mais il n'empêche que, du coup, quand on fait du jeu de rôle, fait-on de la magie ? Enfin, tu vois, est-on un coven autour d'une table de jeu de rôle habituellement ? Formons-nous un cercle de protection. Le cercle permet uniquement, quand on en crée un en magie, de faire rentrer uniquement ce qu'on a envie d'y faire rentrer dedans et de se mettre à l'extérieur, du monde. Et la table fait monde, en fait. Et du coup, dedans va se passer quelque chose hors du monde, comme ce qui se passe autour d'une table de jeu de rôle. C'est aussi le concept de cercle magique en psychologie. Exactement. Et du coup, je trouvais ça très chouette en fait de former ce coven autour d'une table de jeu. Ça faisait sens pour moi. En plus, au début, on voit que les cartes retournées avec le cercle et l'œil au milieu. Et j'étais là, l'œil, est-ce que c'est l'histoire qu'on va raconter ? Bref, moi, j'étais partie loin au début. Ça fait aussi possiblement une cible quand on observe un petit peu la chose. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas vu ça, moi. Non, mais et voilà, et c'est focus, là en fait. C'est très important ce que vient de dire Cédric. Ça fait une cible, oui, c'est ça. Un point d'attention en fait. Avec l'œil au centre et tout ça, c'est vraiment. On se focalise. Qu'est-ce que c'est pour moi, en fait, la carte, c'est un maelstrom qui est illustré là. Ouais. C'est-à-dire que tu vois en fait le symbole en fait du maelstrom. C'est quoi un maelstrom ? C'est un tourbillon. Ouais, c'est vrai que c'est un tourbillon qui fait sens aux cartes et qui à l'intérieur se transforme. Et puis, mais en fait, cette ambiance aussi de création d'un coven et création en fait d'un instant d'invocation, d'un instant de ritualisation de coven, en fait, vient aussi avec l'intro qui est extrêmement bien faite, en fait, qui pose une ambiance envoûtante, avec une sorte d'invocation, en fait, de type d'invocation dans les termes qui sont employés, qui met en place ce côté un peu mystérieux, envoûtant du début de la partie, qui te met dans l'ambiance, quoi. Et le jeu est vachement bien écrit parce que tu vois, en tant que guide, tu dois convoquer d'autres adelphes, des joueurs, des joueuses. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant. Tiens, passe-le-moi parce qu'il y avait une phrase que je l'ai pas notée en fait, si tu veux bien. Vas-y, je t'en prie. Un plat, et après, qui est au tout début du jeu. Pour étayer mon histoire de Maelstrom là, parce qu'on va dire oui, tu ramènes tout machin. Je suis désolé, mais la phrase qui dit à un moment donné où il y a écrit la joueuse accepte tacitement la proposition. Oui, c'est du Maelstrom. Voilà, c'est texto du Maelstrom. Et je pense que c'est pas un hasard si Mommy Magique m'a invité à sa partie de Magie de Minuit ou Olshad. C'est parce que c'est aussi une source d'inspiration. Donc je pense que tout ça, effectivement, comme tu dis, fait sens et que la carte finale, là, le fait que ce soit noir avec pousse à tout ce que dit Fly, évoquer le cercle magique, évoquer le nord, le sud, l'est, l'ouest avec les 4 points cardinaux, l'œil au centre, la focalisation, le focus magique qui est vraiment la focalisation en fait de l'attention des joueurs et des joueuses autour de la table. Tout ça effectivement fait sens et tout est signifiant dans ce jeu, c'est incroyable. Et du coup la partie s'ouvre comme si on ouvrait du coup le cercle ensemble, foulant les âges et le monde, sorcières unies et vagabondes, chassons le mal pour qu'enfin s'accomplisse notre destin. C'est-à-dire, tu commences par ça, quoi. Je veux dire, c'est une incantation, non ? Regarde le texte derrière je me suis demandé si ça allait te dire quelque chose, ça. Ce texte est mystérieux aussi. Vas-y, je t'en prie, lis-le. Alors, je le lis. Soleil et lune font tourner la roue tourne mais les vies changent. À la fin de chaque vie vient la mort apporte la contradiction. De la contradiction naît le libre arbitre appelle l'adversité, de l'adversité surgit la force, de la force découle le pouvoir se transmet et se partage, du partage éclot l'amour éveille le sens de la vie, minuit vous aime. C'est génial, hein. Tu trouves pas ça génial? Ouais, si. Ce jeu, c'est une pépite. Il y a combien de signes dans ce livret, quoi? Je veux dire, il y a très peu de mots. C'est d'une efficacité incroyable. Non, ça veut dire quelque chose de fort sur ce qu'on a vécu aussi. C'est, mine de rien, on est amené à jouer un coven dans lequel on va avoir des liens forts et on va s'entraider et s'aimer, en fait. Ouais, l'amour est au centre. Vivre de l'amour au sens de fraternel, avec des sœurs, une sororité, quoi. Et donc minuit vous aime, il y a aussi le fait de dire, en fait, traditionnellement on considère que minuit c'est l'heure du mal, mais là on vient de sonner les 12 coups de minuit et c'est le moment où on détruit le mal, donc c'est le moment où on ramène l'amour, donc ça
coupe le pied aussi, en fait, à une vision qu'on a de la magie, où là, en fait, parce que moi, je suis pour en faire un petit peu... Je suis pas d'accord avec le fait que minuit, ce soit... Voilà, bref, mais... Ce soit le mal. C'est un moment de bascule, en fait. C'est un moment de bascule, mais c'est pas, ça dépend aussi de ce que toi t'y apportes. Et là, ce qu'on y apporte, le moment où tu sonnes les 12 coups de minuit, en fait, c'est où on détruit le mal et on fait triompher la sororité, en fait. Ouais. Donc, en fait, minuit n'est pas... Mais tu vois, minuit... la magie de minuit, là, devient une magie positive. Bénéfique. Mais tu vois, justement, ce qui est intéressant, c'est que que célèbrent en fait les sorcières, c'est toujours des points d'équilibre ou de basculement. Que ce soit la fête de la lumière qui va se fêter au moment où la nuit est la plus longue et où on va entrer dans la lumière. Pas toujours, c'est parce que toi, je te fais fêter les solstices et tout ça. Oui, mais ouais. non, mais attends. Oui. Clairement, si tu regardes, je te parle pas uniquement de ce que toi tu fais, de la magie que tu pratiques. Moi, je parle de toutes les traditions celtes. Quand tu vois les traditions en fait de la magie, même dans l'Antiquité. À travers justement les œuvres de Maria d'Araki et tous ces trucs-là. Surtout que c'est aussi beaucoup relié à l'agriculture et à des points comme ça. Et c'est toujours des points de bascule astral, c'est-à-dire astro, c'est-à-dire des moments où des points de bascule astral, des moments où en fait la nuit va devenir dominante. Minuit, c'est un point de bascule. Clairement, c'est le moment, c'est le cœur de la nuit et on retourne vers le jour. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ced. Ouais, alors, du coup, je vais revenir sur certains points que vous avez évoqués, à savoir le fait de... Ouais, il y a plein de trucs qui sont très signifiants, machin, et c'est vrai que la seule manière de savoir, finalement, ce serait de demander à l'auteur, hein, parce qu'il a de la chance d'être encore vivant, donc je dis aux élèves, voilà, si vous voulez savoir ce qu'a dit Baudelaire ou Rimbaud, ou Mallarmé, allez leur demander. Mais ChatGPT, pourrais-tu me parler comme Baudelaire ou Mallarmé le ferait Donc très clairement, en fait, vous demandez à Magic Mommy. Sauf que Mommy Magic. Ça lui va bien, Magic Mommy. Magic Mommy. Ouais, surtout qu'il y aurait une consonance avec le Mommy. Mais bon, bref. Donc je disais demandez, mais en fait on ne peut pas demander à Mommy Magic dans la mesure où le but du jeu c'est de nous laisser interpréter. Bah oui. Donc du coup, le deuxième point sur lequel je voulais venir, tu disais c'est un truc de ouf, il y a des trucs qui sont très signifiants. Non, en fait ils sont pas signifiants, ils sont soumis à interprétation. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait le jeu est intelligemment fait parce que il va te faire croire, et c'est ce que tu as dit toi, oui, et en fait il va te faire croire qu'il y a plein de choses qui sont très signifiantes, sauf que ce sont des choses en fait que toi tu as apportées. C'est-à-dire que même là, Mommy Magic a pensé très certainement à plein de choses, plein de liens. Il y a des choses en fait supplémentaires que toi tu vas découvrir. Et la troisième chose, donc du coup très clairement le jeu a gagné, hein, pour le coup. C'est le jeu a gagné. Donc, j'aime bien cette expression, le jeu a gagné, je trouve ça trop bien. Je sais pourquoi tu aimes bien. J'ai perdu au jeu, putain, enfoiré. Voilà. J'y pensais pas. Un gros bâtard. Ok, très bien. Et la troisième chose, c'est le côté contre-pied qui était proposé par Fly, et je suis en effet entièrement d'accord, puisque tout ce jeu est de toute façon une invitation à jouer déjà des Sœurs du Coven. On joue des sorcières, quoi qu'il arrive. Donc premier, on joue des héroïnes, au sens protagoniste. La deuxième chose, c'est qu'on va jouer en fait des personnages qui sont marginalisés et qui du coup vont devoir trouver en fait un sens dans un monde qui habituellement en fait les rejette. Et la troisième chose, c'est qu'en effet Minuit apparaît comme étant en fait une véritable délivrance et non plus une bascule vers le mal, mais au contraire on a un retournement par rapport aux valeurs, ce qui pourrait faire écho aussi au retournement des valeurs traditionnelles dans le jeu de rôle. Ouais. Du coup, ce qui fait que vous avez en fait une forme et une forme qui sont tous les deux cohérents et qui proposent du coup une expérience qui on va casser des codes. Si vous préférez déconstruire, on déconstruit en fait des codes afin de reconstruire quelque chose qui est plus beau et plus safe. Et rien que pour ça, la démarche, elle est à saluer. Mais alors moi je préfère le mot déconstruire à casser, parce que casser c'est détruire, et la déconstruction n'est pas une destruction, elle est une analyse en vue d'une construction. Soumis à interprétation, ça. Oui, enfin bref, c'est pour ça que je te dis, juste pour revenir sur le fait que quand on retourne les cartes, ce dont tu reparlais, et j'en ai pas parlé au début parce que j'y ai pas pensé au début, le fait quand on retourne des trucs, on fait « Ah mon Dieu, mais c'est incroyable, il y a encore l'arbre, etc. » Ça me rappelle beaucoup... En fait, quand tu as une pratique un peu magique, etc., t'es amené à chercher en fait des signes. Et oui, l'hermétisme. Voilà. Et du coup, en fait, ce jeu
t'amène naturellement en fait dans cette posture qu'il y a dans certains types de magie, hein, ou de chercher les signes. Genre, j'ai vu une plume tomber, c'était l'ange gardien qui était, tu vois, qu'on peut avoir si tu veux aller plus loin, voilà, tu cherches un peu. Le hasard n'est pas un hasard. Il n'y a le que... visage de Jésus sur ton toast beurré, quoi. Ah, je vis des matinées fantastiques. Je déconne. Mais je déconne. Mais et du coup, là, on est amené à faire ça dans ce jeu et je trouve ça drôlement beau, en fait. Ou le sinistrose dans ton café, un signe de mort. Et moi, je tiens à répondre à Cédric parce qu'il m'a vertement agressé là tout de suite. Il t'a dit que tu avais perdu au jeu aussi. Oui, en plus. Donc je vais lui répondre que il faut distinguer quand je dis que le jeu est censé, signifiant, intelligent et tout ça, je parle bien sûr de l'écriture des règles. Je parle de la base du jeu. Je ne parle pas du contenu fictionnel malléable du jeu. Tu vois, c'est différent. C'est-à-dire que toi, tu parlais de la fiction. Enfin, moi, je te parle c'est les règles. C'est l'écriture des règles. Là, tu vois une agression ou j'ai juste amené à clarifier ton propos. Ah, il est malin. C'est magnifique. Non, mais bien sûr, tu as raison. C'était ça. Donc, merci de m'avoir aidé à clarifier mon propos, puisque c'est effectivement ça. C'est que moi, je parlais vraiment des règles du jeu. C'est-à-dire que je vois que la personne qui a écrit ce jeu, c'est quelqu'un qui a réfléchi au moins. Non. Enfin, je vois pas d'autres mots. Déconstruit le jeu de rôle classique. Quand tu et vois surtout, il sait très bien, à mon avis, ce qu'il attend d'une partie de jeu. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand tu vois que encore l'autre jour à Senlis pour l'anniversaire des 50 ans du jeu de rôle, il y avait une exposition dans laquelle The Forge n'était même pas abordé. C'est-à-dire qu'on fait l'histoire du jeu de rôle sur un panneau, il n'y a même pas le nom de Ron Edwards, de Vincent Baker, il n'y a même pas The Forge. C'est-à-dire que le MJ, le jeu de rôle, ça va de Donjons et Dragons à un autre jeu de rôle. Donjons et Dragons, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est la 5e, c'est le dos du 5. Clairement, ça a tout changé. On a affaire à quelqu'un qui connaît, en fait, les théories du jeu de rôle, qui maîtrise en fait le fond, la forme, comment tout ça entre en interaction. Voilà. Et ça se souligne. C'est-à-dire que là, vraiment, ça pour moi, c'est un très 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 bon jeu. Et même le fait qu'ils ne disent pas qu'il est un jeu de rôle. J'allais en venir, je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça bien qu'on ne dise pas qu'on est un jeu de rôle parce qu'en fait, les règles parlent d'elles-mêmes et tu vas être amené en fait à raconter une histoire. Et là, en fait, je suis actuellement aussi en questionnement là-dessus. Ah, ça, c'est mon questionnement de cette année sur le jeu de rôle, attention. C'est juste que en ce moment, je suis amenée à jouer à des jeux qui ne sont pas estampillés jeux de rôle et qui pourtant me donnent des sensations de jeu de rôle. Ouais. Donc, en fait, est-ce que c'est une façon de jouer ? Je ne sais pas. Mais alors, j'ai regardé une vidéo YouTube l'autre jour sur un jeu que je vais bientôt tester qui parlait d'expérience sociale. Voilà, je ne sais pas. Je suis amenée, les réponses, les frontières deviennent floues et en fait, je trouve que c'est pas grave en fait. Et je trouve même qu'on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est juste tester des jeux et puis voir ce qui nous plaît et après, voilà, c'est comme ça. Ouais, je suis assez d'accord, même complètement d'accord avec Fly. En fait, les frontières qui sont posées entre, par exemple, jeux de société et jeux de rôle sont pour moi des frontières qui sont illusoires dans la mesure où tu vas avoir des jeux de rôle, qualifiés jeux de rôle, qui vont être très ludistes. Le but du jeu, c'est de jeter des dés. Et du coup, ce qui pourrait, pour certains, s'apparenter à un Monopoly, alors que tu vas avoir certains jeux qui sont catégorisés comme de société qui vont en fait avoir une dimension narrative, ce qui fait que la frontière en fait va être assez floue. Catégoriser un tel jeu comme un jeu de société et un jeu de rôle, finalement, n'a pas grand sens dans la mesure ça peut être intéressant si l'auteur ou l'autrice pense que c'est important pour qu'on comprenne mieux le système, voilà. Mais en fait, je me pose des questions dessus en ce moment. Ouais, c'est ça en fait. La personne qui va définir, finalement, on est sur un principe d'autodétermination. La personne qui va définir si c'est un jeu de société ou un jeu de rôle ou autre chose sera finalement la personne qui aura créé derrière un libre choix aux joueurs-joueuses de se réapproprier et dire non, c'est plutôt un jeu de société ou plutôt un jeu de rôle, d'accord, mais finalement la personne qui va faire autorité sur sa création, c'est la personne ou les personnes qui ont créé. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que tu disais, Cédric, à juste titre, mais oui, mais d'accord, mais tu me disais, mais comment l'auteur en parle de son jeu ? Et tu me disais, voilà, est-ce qu'il y a jeu de rôle dans le truc ? Et il n'y a pas, et alors, même chose, tu vois, Fly, cette année, là, juste avant les vacances, je voulais écrire
Je voulais écrire je suis désolé, la cellule parle pas beaucoup de jeux de rôle en ce moment, on parle surtout de jeux de société, parce que c'est vrai qu'en ce moment on teste beaucoup de jeux de société. Et je réfléchissais à cette phrase et je me dis mais c'est complètement stupide comme phrase. Et donc du coup je l'ai supprimé de mon tweet et je me suis dit c'est bien que tu l'aies fait, parce que moi en fait en ce moment ce que je me dis, c'est qu'on est peut-être enfin arrivé à un moment où en fait juste tout ça c'est du jeu. Ouais. Et qu'il peut y avoir des jeux qui sont des expériences sociales ou pas des expériences sociales partout. Des jeux qui nous chavirent partout, que ce soit dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle. Et en fait, toutes ces distinctions en ce moment, pour moi, elles deviennent floues. Alors, je sais pas, moi je suis qu'au début d'une réflexion là-dessus, donc peut-être que dans 6 mois, je vous dis, mais pas du tout, j'ai fini de réfléchir et tout ce que je racontais dans ce podcast, c'était du caca. Je n'en sais rien, je suis au début d'une réflexion. Mais tu vois, d'aucuns te diraient que c'est parce que t'as cassé le concept de jeu de rôle, en fait. Est-ce que j'ai cassé le principe de jeu de rôle ou celui de jeu de société ? Je n'en sais rien. Ouais. C'est juste que pour l'instant, en fait, je me rends compte que c'est 2 types de jeux avec lesquels on se retrouve autour d'une table avec des gens. Et en fait, quand il y a un propos fort, en fait, naturellement, il y a des choses qui apparaissent. Peut-être aussi parce qu'on est beaucoup de joueurs qui jouent roleplay, mais on se retrouve aussi avec des nouveaux types de joueurs qui ne sont pas des rôlistes et qui, pourtant, ont des attitudes de rôlistes autour de la table et qui font du roleplay, qui font des choses. Voilà, moi, je sais pas. Toutes ces frontières, en ce moment, me posent question et je suis au début d'une réflexion dessus. Donc, je serais bien mal m'en prendrais de vous annoncer mes réflexions comme étant quelque chose d'établi et tout. Juste, là, je commence à réfléchir là-dessus et je suis pas du tout finie. Je pense que plus on rentre dans l'analyse, en fait, de la complexité du monde, plus les frontières en tant qu'analyste sont amenées à disparaître. C'est valable aussi quand on analyse. Par exemple, tu prends un spécialiste en géopolitique, on en parlait un petit peu avec Fitna. Quand on a étudié le jeu avec Jérémy, François et Julien, on disait en fait, le Fitna nous montre qu'il n'y a pas de frontières dans le désert. Qu'en fait, ce sont des gens, des factions qui s'affrontent et que le concept même de frontières, en fait, est extrêmement problématique. Et c'est pas un hasard si beaucoup de personnes à gauche, dans la gauche progressiste, veulent abolir purement et simplement les frontières. Y compris, moi par exemple, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut abolir les frontières. En tant qu'anarchiste libertaire, vous ne serez pas surpris, mais c'est évident. Et là, tu vois ce que tu es en train de dire, c'est la même chose. C'est la même chose, mais conceptuellement. C'est-à-dire il faut abolir les frontières. Le problème, Fly, c'est que malgré tout, on a un langage. On parle avec des mots. Et que ces mots, et c'est ce que m'a répondu Michel quand je lui parlais de la frontière qui devenait floue, c'est exactement... il me dit, oui, mais le problème, c'est qu'il faut bien que les mots aient un sens. Et si on veut que les mots gardent un sens, il faut des définitions, il faut des frontières. Notre langage nous pousse à... Alors après, on peut faire comme Wittgenstein et dire, l'essentiel, c'est ce que les mots ne disent pas. Et justement... Oui, ou peut-être que juste, il y a certains types de jeux et puis le jeu de rôle a peut-être tellement évolué sur certains points qu'en fait... Pour moi, il y a une partie de la définition qui ne correspond plus. Mais du coup, je ne sais pas comment le définir pour l'instant. Voilà. Donc, je teste du coup plein de jeux en attendant. Et puis, comme ça, je vais peut-être trouver. Mais pour l'instant, je n'ai pas. Cédric, tu es dans l'errance, Flavie. Je suis dans l'errance et j'aimerais bien retourner une carte. Mais pour savoir. Voilà. On va retourner une carte pour savoir pour le jeu de rôle. Cédric, tu au niveau des frontières, voilà. Bon, après, moi, c'est quelque chose qui m'est apparu il y a très 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 longtemps. Les frontières sont des tracés en fait qui sont faits par des êtres humains sur une carte. Si vous regardez en fait une planisphère, c'est criant. Vous avez des frontières, elles sont droites. Et t'es là, tu te dis, notamment tu regardes, bien sûr, ouais. Et tu regardes, tu dis, mais c'est un crayon qui a tracé ça, donc c'est une action humaine, ces frontières n'ont aucun sens. Je veux dire, à quel moment tu te dis, tiens, voilà, moi je fais partie de la France, il y a des bons Français, des mauvais Français, et tu dis, mais regarde l'histoire de ton pays, mec, parce que très clairement, au niveau frontières, tu vas voir, ça a bien évolué. Parce que dans l'absolu, ça ne veut, l'Alsace-Lorraine, mais même avant, je rappelle, t'avais la Bretagne, t'avais la Bourgogne, t'avais l'Oc, t'avais la Picardie, enfin... Très clairement, ça évolue. Les frontières, en fait, sont des choses qui n'existent pas dans l'absolu. Cette réflexion, elle est valable pour, en fait, tout.
Ce que décrivait Michel, c'est un besoin en fait, c'est un besoin de communiquer entre nous. Donc c'est très pragmatique, c'est vrai, on en a besoin. Mais le problème, c'est qu'on est aussi surtout sur un souci de confort. Les gens ne veulent pas bouger les lignes parce que ça leur demanderait d'apprendre en fait des choses, et c'est quelque chose qui est assez pénible parce que dans le principe de déconstruction qu'on retrouve dans Magie de minuit, ce jeu-là très clairement vous invite à déconstruire, mais n'hésitez pas à le faire dans d'autres cadres, dans la mesure où, encore une fois, dans l'absolu, rien n'est gravé. Je veux dire, même ce que nous observons, de toute façon, sera biaisé par notre propre perception en fait des choses. Nous construisons un monde commun qui n'est pas figé, il n'est pas absolu, ça n'existe pas. Nous construisons en fait un monde commun dans lequel nous pouvons évoluer ensemble. Créer de nouveaux mots, créer de nouveaux concepts. Par Exactement. contre, c'est vrai que quand on avance, du coup, les gens qui étaient spécialistes du concept d'avant ne sont plus spécialistes du coup. Et ça embête beaucoup. C'est ce que dit Cédric par rapport au confort. J'étais frappé aussi de voir que donc Magie de minuit se trouvait sur le stand sur le stand alternatif qui se trouvait lui-même à Octogone, et donc il y avait des photos, il y a eu des photographies en fait des autrices et auteurs d'Octogone qui ont été partagées, et j'étais frappé par la diversité. Il y a des femmes, il y a des trans, c'est queer, mais vraiment pour le coup. C'est cool. Et là, tu vois, Magie de minuit, c'est vraiment ça. C'est un jeu en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on le rapproche d'Avery Alder et qu'on le compare à tout ça. Parce que là aussi, ça s'inscrit, à mon avis, sans le dire. Et ça, je trouve que c'est une petite révolution aussi. De dire, c'est un jeu de rôle queer, tu vois, au sens où c'est un jeu de rôle qui déconstruit les frontières, les limites, qui pose la question justement de ces frontières et de ces limites. Parce qu'en fait, ne pas le dire, c'est faire en sorte de le normaliser. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi un truc que tu retrouves dans certains films au cinéma. Je ne dirai pas lequel parce que voilà, ce sera un débat sans fin. Mais le fait de ne pas en fait l'afficher, mais de le poser comme étant quelque chose de normal et une référence, ça contribue en fait à banaliser le propos. Et du coup, c'est vrai que ça le rend vraiment intéressant. Cédric pense à Rebel Moon de Zack Snyder quand il dit ça. On aura l'occasion d'en parler peut-être. Il y a juste un truc qu'on n'a pas pour les du auditeurs tout. auditrices, parce que sinon Il y a c'est un malhonnête. truc qu'on n'a pas du tout. Vas-y, Fly. Pas du tout abordé pour l'instant parce qu'on n'en a pas eu besoin, parce que Cédric et moi on se connaît tellement bien qu'en fait on sait où on ne doit pas aller et où on peut aller quand on joue ensemble. Oui. Il y a une arcane en plus. Ah oui. Ouais, tout à fait, C'est t'as bien vrai fait, qu'on on Ça l'avait s'appelle oublié. le Mais sort oui. de protection qui est là pour que, en fait, quand il y a un truc vers lequel on va qui nous plaît pas, on peut indiquer la carte Ouais. pour que ça s'arrête. Je trouve ça très chouette que dans un jeu de cartes, il y ait une carte comme ça parce que ça fait sens en fait. Puis le sort de protection, je veux dire, c'est tellement beau quoi. Ouais, même bien si- vu. C'est magique. C'est un même beau nom si, pour une X-card. ouais, Mais c'est une X-card. oui. Avec Donc, tous les défauts avec qu'elle a. tous les défauts et les qualités que ça peut avoir, mais je trouve ça hyper bien fait. Mais il s'avère que, bon, nous, on n'en a pas eu besoin, comme je vous l'ai dit, Cédric et moi, on est au-delà de personnes qui jouent ensemble, on est aussi des amis, donc on sait très bien ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Voilà, après, il pourrait toujours y avoir un Ouais. pépin, mais en plus, le fait d'être deux limite encore plus du coup le nombre possible de problèmes. C'est intéressant. Bon, moi, vous le savez, je suis pas un fervent défenseur de la X-Card. Loin de là, je pense que c'est la sécurité émotionnelle nécessaire, évidemment. Enfin, des outils de sécurité émotionnelle sont nécessaires en jeu de rôle, mais que la X-Card n'est pas forcément le meilleur outil de sécurité émotionnelle. Et ne doit pas être le seul, à mon sens. Voilà, et ne doit pas être le seul, évidemment. Mais bon, je trouve ça intéressant dans un jeu de cartes de fournir une X-Card. C'est ce que fait pour l'arène aussi, et c'est une façon intelligente, je trouve, Et joli, et c'est jolie, poétique. élégante, Le sort de et cohérente. protection, c'est chouette. et cohérente de mettre effectivement une carte comme celle-là. Moi, la carte qui m'intéresse beaucoup plus qui est rajoutée, c'est celle-ci. La carte du résumé en fait de la partie, parce que regardez, toutes les questions sont posées dessus. Donc il y a les étapes d'abord qui sont dites. Donc première étape, la protection émotionnelle. Deuxième étape, l'incarnation des terres. Troisième étape, incarnation des sorcières. Quatrième, errance. Minuit sonne en cinquième. 6, combattre le mal. 7, vers de nouveaux horizons, qui est l'épilogue. Et regardez, derrière, vous avez toutes les questions qui sont donc autres que faites-vous, qui sont où allons-nous, qui peuplent ces lieux, pourquoi ces lieux sont importants pour nous, etc. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que résumer, en fait, là demain, moi maintenant, j'ai plus besoin de la base. Je me contente voilà, ça, de tu joues, c'est la trop carte. Et là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je n'ai plus besoin que d'un jeu de cartes. Je n'ai pas de dés, je n'ai pas forcément besoin de crayons.
Parce qu'on a utilisé Crayon parce qu'il y avait un podcast après. Soyons honnêtes. Oui, moi j'ai pris que des notes pour le podcast. On est d'accord. Donc on n'a pas de besoin de papier. Donc en fait, on a un jeu qui rentre dans le cadre des jeux qu'on a testés cette saison, qui sont donc les fameux Revolver Noir et compagnie, là, les PNP. On peut jouer n'importe où, pas besoin d'une table. Et on a aussi un jeu qui est très court. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut se jouer en une demi-heure, 1 heure. Donc on rentre aussi. Mais je trouve que par contre, on va beaucoup plus loin avec ce jeu qu'avec Revolver Noir, etc. J'ai l'impression d'avoir fini quelque chose, d'avoir pu. Parce que ce n'est pas qu'une mécanique. Ouais. Ça raconte aussi une histoire et ça nous pousse en fait. Et puis qui plus est, le temps qu'on alloue à l'histoire, comme l'a très bien dit Cédric. Là, je vous dis, ça peut se jouer en un quart d'heure, une demi-heure à 2, parce que vous vous connaissez bien, premièrement, parce que vous êtes que 2. Cédric le disait tout à l'heure, à 4 joueurs. Les questions, les personnages qui interagissent, c'est beaucoup plus long, et c'est exponentiel. Plus il y a de joueurs, plus c'est long, tu vois. Donc voilà. Donc c'est pas un mini-jeu, contrairement à Revolver Noir et tout. Mais pour autant, il est très portable. Il est très portable. Et d'un point de vue de la spiritualité, je trouve ça intéressant parce que je vais me répéter dans cette saison, mais du coup, on peut faire des rituels n'importe où, y compris dans la nature. Il n'y a pas besoin d'une table de jeu, il n'y a pas besoin de... La magie est partout. La magie est partout et il n'y a pas besoin d'un temple. Son sanctuaire est le monde. C'est ça. Le monde tout entier. Cédric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Tu voulais conclure ou pas ? Bah ouais, moi je parle. Moi j'ai plus rien à ajouter. Juste pour faire la pub, comme tu me l'avais demandé tout à l'heure. Ah non, mais je vais en parler. Est-ce que c'est un jeu que tu vas faire jouer dans ton ton association, en fait. Justement. Est-ce que ça c'est un jeu qui plairait à ton assoce ? Donc en fait, nous on a ouvert une asso à Tourcoing, donc dans les alentours de Lille, mais on a des gens qui ne viennent pas que de Tourcoing, parce qu'on a des gens qui viennent d'une demi-heure déjà pour faire le trajet. Et on est tout jeune, ça s'appelle Au Refuge des Chimères. Et en fait, si l'asso s'est appelé comme ça, c'est parce qu'en fait, on a considéré. Alors, je suis président, c'est pour ça que je me permets mais on est en fait une association très horizontale où le but du jeu est de donner des responsabilités à qui veut les prendre. Et on est en fait un refuge dans le sens où on nous considère encore une fois nous rôlistes comme des monstres de foire, que c'est pas forcément en fait facile de trouver un cadre, un environnement dans lequel on est bien accueilli. Et la deuxième, c'est qu'en fait on est pas dans une optique où en fait on veut repousser tout ce qui n'est pas traditionnel. On est là vraiment pour découvrir ensemble. Il y a beaucoup de néophytes. Je me pose pas comme professionnel, très loin de là, mais j'ai déjà joué il y a pas mal de temps. Enfin, ça fait pas mal de temps que je joue, et très clairement il y a beaucoup de néophytes, beaucoup de gens qui découvrent ou qui ont découvert le jeu de rôle il y a peu de temps, avec aussi plein de gens qui sont là depuis 20 ans. Et le but du jeu, c'est vraiment de ne pas être jugeante en fait. On est vraiment là pour accueillir tout le monde. On essaye. C'est très dur de. C'est une enclave, dirait Avery Alder, puisqu'on a fait. C'est un peu l'idée. C'est toujours très difficile de dire oui, on est safe. On essaye d'être safe vraiment au maximum. Le règlement intérieur, si vous avez l'occasion de le consulter, on a un Discord. Vous tapez Refuge des Chimères, Discord. On est joignable. Très clairement, on vous accueille à bras ouverts. Et n'hésitez pas, parce que on fait jouer de tout, et franchement Magie de Minuit, moi ça me donne envie quoi. Répète bien le nom de ton association et l'endroit où elle a lieu pour que les gens puissent l'association, donc c'est Au Refuge des Chimères. Donc, il y a un Discord. On est sur Tourcoing, on est basé sur Tourcoing. D'accord. Le local ça va venir cette année, et on a un Discord, on est à dispo sur Facebook, sur Insta. Très bien. Donc on a deux admins au top. Donc voilà. C'est comme en sécurité émotionnelle, quand on lance un projet comme ça, une enclave. Encore une fois, on a une exigence de moyens. On doit se donner les moyens, mais on n'a pas une exigence de fin. Si ça se passe mal, ça ne sera pas de votre faute, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est parce que tu dis, oui, on ne peut qu'essayer. Parce qu'en fait, on essaye de poser vraiment au maximum les outils. Sûr. Si vous avez l'occasion de regarder les règlements, en plus, vous pouvez participer à l'élaboration de ces règlements. Voilà, et je serais désolé pour les gens que ça emmerde ou qui trouvent ça trop woke, tout ça. Enfin, je sais pas, je m'en fous ce que vous pouvez donner comme dénomination. Vous passez votre chemin, vous allez dans une autre assoce, il y en a plein. Nous, on est vraiment là pour, vous venez, on vous juge pas sur ce qui n'est pas jugeable, seuls les comportements oppressifs, du coup, donnent lieu à un dégagement. Magie de Minuit, c'est trop bien. Faut le commander là. C'est pour ça que Magie de Minuit, et je l'ai dit très clairement, moi je le ferai découvrir. Je le ferai découvrir à la guilde, parce qu'en plus c'est un format qui est hyper intéressant, qui plaira
pas mal de monde. Donc voilà, oui, bien sûr, banco. Très très cool. Très 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 cool. Et puis je voulais dire aussi que j'ai reçu pas mal de jeux. Alors c'est un truc de fou. Cette année, j'ai reçu 2 jeux en plus de Magie de Minuit qui concernent les tarots. Et qui proposent de faire des choses qui approchent beaucoup Magie de Minuit. Alors il y en a un qui est encore en création, donc je tairai son nom, mais il y en a un, parce que l'auteur lui-même ne veut pas que j'en parle, mais par contre il y en a un que je peux vous citer qui s'appelle Samsara, qui est un jeu donc de Jean-Charles Ray, que vous pouvez retrouver qui est disponible sur Drive-Thru RPG, et donc qui est un jeu qui, comme Magie de Minuit, va utiliser le tarot pour pousser à raconter des histoires. Dans un autre style, c'est pas comme Magie de Minuit, mais voilà, et c'est incroyable de voir, je suis surpris, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. À votre avis, qu'est-ce qui fait que des tas de gens ont envie de faire des jeux de rôle comme ça autour des tarots de Marseille? C'est étonnant quand même, et surtout maintenant. En fait, déjà... C'est juste qu'en plus, ces dernières années, en fait, on a été amené à réfléchir sur comment on pouvait jouer autrement. Donc, du coup, on essaye de s'éloigner des dés. Ouais. Donc, en fait, après, pour les systèmes de résolution, tu te tournes vers les cartes. Ouais. Et pour peu que tu veuilles faire un truc un petit peu plus symbolique et qui fasse sens, en fait, les tarots, quoi. Parce que la divination... Ouais. Mais c'est-à-dire que, du coup, le jeu de rôle toucherait à quelque chose comme imaginer la divination, quelque chose comme ça. Non, mais en même temps, dans le jeu de rôle, il y a souvent eu des liens avec la magie. Actuellement, alors je fais une grosse différence, moi, entre magie et sorcellerie. La magie, les boules de feu, la sorcellerie, c'est vraiment les rituels, la sororité, être présents les uns pour les autres, le care, etc. Il y a vraiment, pour moi, une très, très grosse différence entre les deux. Mais du coup, pour moi, il est un peu normal que du coup, pour des personnes qui se posent des questions, qu'on en arrive à faire des tests vers des trucs un peu différents, et donc du coup, ça arrive vers ça, mais je pense que ça va pas être les seuls trucs qui vont arriver. Là, on a les tarots, mais il va y avoir plein d'autres choses en fait. D'accord, ok. Mais c'est peut-être le signe du retour de la magie de Shadowrun. Mais j'aimerais bien, mais je peux pas me transformer. Tu veux pas devenir un gobelin? Non. Oh, allez, la goblinisation, ça a l'air tellement bien. Ouais, si tu deviens un elfe, ça cool, mais si tu deviens un elfe, c'est cool, mais bon, si tu deviens un orc, c'est déjà beaucoup moins sympa. Je sais pas. C'est une hypothèse sur l'arrivée soudaine des tarots comme ça. Et c'est pas la première fois, hein. Souvenez-vous. 2 choses. Excuse-moi, non, mais vas-y si tu veux. Non, c'est juste qu'il y a eu des jeux de tarot qui sont sortis dans les années 90 aussi avec des jeux de rôle. Il y en a un qui est très très célèbre. Chimère. Ouais, il y a eu. C'est très bien d'ailleurs, je conseille. Et puis il y en a un autre auquel je pense, mais qui m'est sorti de l'esprit. Mais voilà. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est comme dire, c'est pas une idée si nouvelle. C'est juste que là, elle réapparaît. C'est ce que tu voulais dire. En fait, c'est que comment dire, le tarot est peut être lié aux arts occultes. Et c'est ce que disait Fly. Je rejoins totalement, mais pas pour tout à fait le même constat. La différence entre magie et sorcellerie. Moi, là où je vais faire la différence, c'est que la magie est acceptée, alors que la sorcellerie, en fait, est rejetée. Donc, parce que très clairement, la magie, c'est le bien, et puis la sorcellerie, c'est le mal. Alors attention, je rentre dans les clichés, mais très clairement, au niveau sociétal, ça se tient. Beaucoup de gens pensent de cette manière-là. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir la première chose, c'est une réappropriation de quelque chose qui a été marginalisé. Ce phénomène, il n'est pas uniquement lié, en fait, au jeu de rôle. On le voit également dans la littérature, on le voit aussi dans le cinéma et dans les séries. Un retour en force de la sorcellerie depuis les années 2010, où très clairement, on n'a plus cette vision, diabolisante de la sorcellerie, mais au contraire, on commence à se mettre... Je pense que le phénomène MeToo n'est pas étranger en fait à ça, où très clairement la sorcellerie, on rappelle quand même les choses, c'est qu'on traitait de sorcières des femmes qui soit ouvraient trop leur gueule, soit posaient des problèmes, soit carrément voulaient se barrer pour fuir à leur mec. Donc très clairement, on remet les choses et on se dit, la sorcellerie, non en fait, c'est pas le mal. La sorcellerie, c'est un moyen de combattre, et c'est aussi un moyen d'exister. Ça, c'est la première hypothèse. Il y a aussi une deuxième hypothèse que moi je mettrais aussi en place. Moi, quand j'ai démarré tout ça, en fait, je devais avoir 16 ans. 15 ans. Tout ça, c'est quoi? Tout ce qui est lecture des cartes, tout ce qui est rituel, tarot, ouais. À 15 ans, je me cachais pour faire ça, pour acheter mes bougies, mes machins, mes trucs. Je connaissais personne qui faisait ça.
Et quand bien même il y aurait eu quelqu'un, je pense que la personne aurait été comme moi et se mettait bien dans son coin pour éviter qu'on se foute de sa gueule. Et en fait, ces dernières années, avec Internet, en fait, on s'est globalement rendu compte qu'on n'était pas seul. Et on a pu faire communauté, en fait. Et du coup, des choses qui étaient cachées, en fait, on se rend compte... Et puis, je suis désolée, on est dans une société capitaliste, hein, je suis capitaliste, je veux faire de l'argent. Et finalement, en fait, elles sont nombreuses. Augmente l'espace ésotérique aux côtés de Cultura, s'il te plaît. Et du coup, en fait, c'est un truc qui devient plus visible aussi, maintenant. D'où mon parallèle en fait avec l'explosion de MeToo qui a permis de libérer la parole en fait là-dessus en disant que en fait c'est pas le mal, en fait on va mettre en avant le principe de sororité. Et voire même c'est beaucoup lié pour moi aussi à des pratiques de bien-être et Dieu sait qu'on en a besoin dans la société dans laquelle on vit, et en plus c'est des pratiques de bien-être. Alors certes on pourrait dire oui il y a des trucs capitalistes dedans et tout, mais il n'empêche que c'est souvent des pratiques qui prônent le fait de ralentir la vie, d'aller vers de la décroissance, ralentir l'activité économique, pas ralentir la vie, ralentir la vie économique, aller vers une vie, vers la slow life, tu vois. Oui. Et aller vers de la décroissance et des choses comme ça, et donc du coup c'est un type de pratique qui amène du coup à un certain type de gens en fait, hein. On va pas avoir je suis désolée, je vais utiliser je vais utiliser un gros stéréotype, d'accord ? Si vous travaillez à la City et que vous allez à 100 à l'heure et que votre but c'est d'aller plumer des gens qui vivent n'importe où et d'en avoir rien à faire et de se mettre de la coke dans le nez et de jouer au loup de Wall Street, je suis pas sûre que ce type de choses soit pour vous. Voilà. Oui, ça c'est pas le genre de l'interprétation. Ça. Il y a plein de management qui peuvent utiliser les trucs de bien-être et tout ça. Oui, on est bien d'accord, mais je trace à grands traits en fait, parce qu'on fait pas un podcast là-dessus. Je comprends. Et puis ce serait dommage parce que ce serait très intéressant, mais on n'a pas le temps. Mais oui, tout à fait. Tant qu'on avait dit qu'on ferait des podcasts moins longs maintenant, je suis pas sûre que celui-là soit moins long. Non, mais c'est intéressant cette histoire de tarot. Juste revenir là-dessus, ce truc de dire c'est pas propre au jeu de rôle, c'est quelque chose, voilà, qui se retrouve. Vas-y. Et du coup, la deuxième hypothèse. C'est par rapport à la réappropriation du quotidien. En fait, c'est un truc qui a déjà été fait dans le passé par un obscur auteur qui a essayé de faire le Val, là, en essayant d'utiliser des cartes, des cartes et puis du quotidien, hein, des jeux de cartes classiques. Mais oui, c'est pas un hasard si je me sens envoyé à moi, Cédric. C'est que il y a le Val avant. Mais le tarot, la réappropriation du tarot, c'est ça aussi. Le tarot, c'est notre quotidien. Je veux dire, tout le monde connaît les cartes de tarot, que ce soit sous forme ludique. Rappelons-le quand même, il y a un jeu de tarot, 72 cartes, voilà, on joue. Mais également, tout le monde connaît le tarot avec le côté divinatoire, machin, qui passe de mieux en mieux, hein, d'ailleurs, encore une fois, dans la culture pop. Donc il y a aussi ce côté réappropriation du quotidien pour en faire quelque chose de magique. Je pense qu'il y a un besoin, une société française, en tout cas, je pense que ça peut s'étendre à pas mal de sociétés, de réenchanter, en fait, le quotidien, de le rendre plus magique qu'il n'est, parce en fait, c'est un peu la merde. L'explication scientifique elle est importante pour moi, l'explication scientifique, mais elle ne suffit pas. Je veux dire, pour moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin d'un peu plus. Alors, je pense qu'il y a besoin de faire rêver. Je voudrais juste amender un peu ton propos, dire que le problème n'est pas la science, ni la recherche, ni le questionnement scientifique. Le problème est le matérialisme. Oui, on est d'accord. C'est ça. Parce que la science, ça peut faire grave rêver aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Justement, théoriquement, c'est son rôle. Beaucoup de scientifiques sont des grands rêveurs. Exactement. Contrairement à ce que pourraient penser certains. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on réduit la science au matérialisme, ce qui est une grave erreur, parce que la science, encore une fois, c'est l'art de se poser des questions sur le monde. Scully, t'es catholique, putain. Pardon, c'est X-Files. Sans préjuger en fait de sa nature. Or, les matérialistes présupposent que le monde serait un monde matériel. Et ça, c'est une grave erreur quand on est scientifique que d'avoir des préjugés sur la nature même du monde qu'on étudie. Et c'est ça le problème aujourd'hui de la science. La science est aujourd'hui réduite au matérialisme. Et c'est un grave. Enfin, en tout cas pour pas mal de personnes, parce que c'est vrai que c'est pas pour les scientifiques et pas pour. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde, mais oui, c'est vrai que pour une conception franchement traditionnelle. Ouais. Quand tu dis pas pour les scientifiques, je suis dubitatif. Mais c'est encore une fois, ce sera c'est un autre sujet. Mais voilà. Ok, très bien.
Donc ta deuxième hypothèse, c'était de dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de réenchanter en fait le la matériel. réappropriation en fait de ce matériel-là. Et voire pour même le réenchanter le quotidien. réutiliser. Pourquoi toujours inventer quelque chose de nouveau, tu vois? Des fois, juste, t'as ton paquet de cartes chez toi. Le recyclage. En Ouais, fait. c'est Tout ça. C'est simplement le plutôt que de recyclage. créer à nouveau des nouveaux types de trucs. Qui est quoi. aussi écologique. Et je crois que c'est un enjeu du 21e siècle, l'écologie, me semble-t-il. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous deux. Franchement, c'était une partie que j'ai adoré, à laquelle j'ai adoré assister. J'ai adoré imaginer ce que vous aviez en tête. Pendant toute la partie, je ne savais pas si ça vous plaisait, si vous galériez, si c'était pas facile. Non, c'est juste qu'on était en train de créer un rituel, mec. Ouais. C'est sérieux. C'est sérieux, on joue là. J'ai- Moi j'ai kiffé remettre mes pantoufles. Pas... Oui, moi aussi. Moi, j'ai trouvé que la partie était vraiment prototypique de ce que produit Mommy Magic, dans la mesure où nous aussi, dans notre partie, on a eu ces effets magiques de « Oh putain, on a retourné la bonne carte au bon moment. Ça correspond parfaitement. » Il y a un côté comme ça. Ça, je trouve ça assez magique, et c'est ça pour moi la principale réussite de ce jeu. C'est l'attitude dans laquelle il nous met par rapport aux cartes, et c'est très réussi. Voilà, un jeu, je veux dire, incontournable. Vraiment, si vous aimez ce qui se fait en jeu de rôle aujourd'hui, en jeu de rôle moderne, si vous aimez le travail de la cellule depuis 15 ans maintenant, 16 ans même, il faut foncer sur Magie de Minuit. C'est un jeu incontournable de ces dernières années. Donc achetez-le si ce n'est pas déjà fait. Et on va surveiller avec beaucoup d'attention ce Angel Dust JDR. Que je salue au passage, c'est un ancien joueur de sens, qui donc en ce moment est en train de lancer en fait tout un tas d'auteurs et de petits projets de traduction de machin. Il fait des petits crowdfunding et des machins. On va Suivez surveiller, ça ouais. avec grande attention, parce que ça promet d'être assez magique. Merci beaucoup à Cédric, merci à Flavie, merci à vous. Merci toutes et à tous vous, de nous avoir Merci merci écoutés. à Mommy Magic. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.